Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur l'émission qui s'appelle Les Termes. J'avais oublié. Pour l'instant, coming soon, autre chose. La semaine dernière, pas de live parce que la caméra nous a lâché. Cette fois-ci, ça a l'air de bien fonctionner. Mais c'était le PC qui n'a pas voulu fonctionner correctement. D'ailleurs, petit truc, il faut que je rebranche la batterie du PC. Et là, c'est la merde. L'ordi ne recharge plus. Ah, non. Bon, après, la semaine dernière, ça nous a permis de tester la possibilité de faire uniquement de l'audio. Le problème, c'est comme on se lance à faire ça tard et que... Tu l'as jamais mis sur... Je l'ai pas mis parce que je sais qu'on a dit des trucs un peu plus privés perso. Ouais, c'était pas... Et voilà, mais c'est surtout, les gens se rendent peut-être pas compte en fait, la partie émergée de l'iceberg. Oui. C'est-à-dire que pour 1h30 d'émission, une bonne demi-heure, un peu de prépa, qu'on ne fait pas, évidemment, vu la qualité ça, vous l'aurez remarqué, de ce qu'on produit. Mais tu as une bonne demi-heure de montage de trucs. En fait, quand tout va bien, faut un quart d'heure pour se lancer. Et dès qu'il y a un pet, le temps de trouver le problème. Ouais, mais tu as un quart d'heure pour te lancer, puis après, il y a un quart d'heure, logiquement, pour uploader en ligne et machin. Donc, il y a du taf avant, il y a du taf après, et après il y a le taf en amont aussi pour prendre les articles. Ouais. De quoi on va parler. Ce qui aujourd'hui, chaud, j'ai rien trouvé. J'ai pas et moi pour t'aider, je n'ai rien cherché. Lui il le fait jamais. Hein, ça, non, j'étais sur. Rare. Jamais j'abuse. Non, après, le problème c'est que comme je suis un métis mi-parisien, mi-breton, et que j'ai toujours mon côté parisien qui dit c'est de la merde, putain, c'est nul, truc. La plupart du temps, quand je regarde vous voyez pas le hors-champ, mais il y a toujours des trucs qui coincent. Donc là, c'est Google qui me demande mon âge et qu'il faut que je me reconnecte avec un compte et ça me casse les couilles. C'est parce que tu as dû faire reload, ça a dû faire sauter les cookies. Ouais, saleté de cookies. Mais non, voilà, mais comme c'est pas qu'il se passe. À la fois, il se passe rien parce que c'est un peu la trêve des confiseurs. De fou. Voilà, et à part faire des... J'adore les tier lists, mais je sais que... En fait, on l'a pas préparé. En fait, mon ratio, j'aime les tier lists, mais le taf que ça demande de faire une bonne tier list... Mais là, je me dis, il faudrait vraiment que j'en prépare quelques-unes à l'avance. Ouais, et qu'on pourrait un peu sortir à la volée, tu vois. J'en ai fait une vite fait avec Sandrine la semaine dernière pour Gollery, parce que j'avais mis mon ordi sur le vidéoprojecteur. Franchement, les trucs de tier list, c'était éclaté, quoi. En fait, il faut les faire toi-même. Ouais, parce que ça demande un peu de temps, quoi. En fait, comme on aime bien Drag Race, on a essayé de faire un truc un peu Drag Race, mais en fait, c'est... En fait, on l'a fait, mais sans vraiment, argumenter, etc. Donc, c'était vraiment... si on... Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait classer tous les deux où on serait pas forcément d'accord, mais on aurait des trucs à se raconter. Non, mais bordel. Confirme ton âge, t'as plus de 18 ans, ça va aller. Votre carte de crédit, bien sûr, je vais filer ma carte de crédit à Google. Pourquoi carte de crédit ? En fait, pour valider, soit il faut que j'envoie une pièce d'identité, soit prendre un selfie, soit... prends un selfie. Mais ça, c'est bizarre, par contre. Hein. Google s'associe à une entreprise spécialisée dans l'estimation de l'âge. Oui, ben vas-y. On va faire avec la tienne. Ouais, mais je suis sur ordi. Le selfie n'a jamais fonctionné. T'as pas de caméra sur ton ordi ? Non, Marc. Non. Je valide cette théorie. Tu sais, moi, je suis un feignant hyperactif. Scanner le QR code avec la caméra de... c'est quand même bizarre, ton truc. Hein. Mais je te garantis que je suis pas surpris. Mais pourquoi ? Pourquoi maintenant et pas avant ? Ça, non, parce que moi, j'ai jamais eu le cas... Si que Google veuille valider mon âge, je l'ai déjà eu, ça. Et moi, jamais. Parce qu'il sait que t'es vieux. Tu marques un point. Ça tombait pas du tout. Ça tombe à plat. Nous n'avons pas pu détecter votre caméra. Non, mais... Je vais crever. J'en ai marre. S'il vous plaît, laissez-moi mourir. Donc ça, c'est Google qui demande de confirmer ton âge en mettant ta carte de crédit ou ta carte d'identité ou un selfie. Mais pour ça, tu es en train de te connecter avec un QR code sur ton téléphone pour faire un selfie sur un truc de... Non, c'est... Parce qu'il n'est pas débile, il sait très bien que quand tu es sur PC, si tu fais pas ça... Bon, vas-y, autorise à chaque fois, là. Fais pas une gueule chelou, parce que s'il te bloque ton compte, je rigole. Tiens, d'ailleurs, t'avais... Attends. Oui, enlève tes trucs, quoi. Je sais pas si vous le voyez en train de faire ça.
Fatigue. Ah bah, et moi donc. D'ailleurs, la dernière fois, bon, ça va péter, mais on n'avait pas réglé le problème de son. Ah non, toi, t'avais pas réglé. Mais moi, je t'ai monté, je l'avais réglé. Oui, c'est vrai, pardon. Oui, parce qu'il y en a qui bossent. Oui, bah, moi, rien. Merci d'avoir confirmé votre âge. Et donc, on va pouvoir regarder le vu. Franchement. Ça, c'est top, hein. Ça, c'est top. Voilà, c'est bon. T'as la scène avec. Ah ouais, y a plus qu'à faire ça. Oula. Ouais, c'est mal cadré, ça. Non, c'est normal, c'est le début. C'est quand je la passe en plein écran. Ah oui, d'accord. Oula, non, il y a un problème. Non, ouais, c'est ça. Il y a un gros problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Trop grand par rapport au cadre. Ouais, c'est ça. Des bordures, c'est fait exprès que t'as mis des bordures noires, là? Ouais. Ah ouais, t'es un feignant. Non, pourquoi? Non, parce qu'en fait, pour pas que le truc il soit entièrement sur toute la surface, t'as mis des bordures noires. Ouais. J'ai plein de bordures noires. Ouais, je sais bien. Je vois l'envers du décor. Hop là. Tac. C'est pour les gens. Tu peux même mettre plus grand, en fait. Hein. Je peux pas mettre. Non, il y avait une bonne raison. Commence pas. Ah, c'est parce que on rongeait un peu trop. Je sais plus, mais il y avait. Si, c'est ça, parce qu'en fait, après, tu bouffais. Ouais, toi, tu t'as mis vraiment le retour en tout petit. Hein. Oui, on pourrait l'enlever. Hein. À quoi on sert? En vrai. C'est le principe d'être sur Twitch, quand même, en fait. Ouais. Sinon, ça sert à rien. Bon, sinon, on est à la télé. Est-ce que nous sommes la télé? Non, nous ne sommes pas la télé, parce que personne à la télé. C'est la télé, mais en mieux. Comme hein. ça. Donc bon, quoi d'autre? Parce que là, c'est bon, on a réglé les problèmes. Ouais, voilà, les problèmes qu'on a réglés en amont. Mais pas en amont, parce que du coup, on a décidé de lancer le live pour une fois. Non, et puis je pense que je sais pas combien de temps on va garder ce format-là. Oui. Je pense que février, ça va changer. Ouais. Mais est-ce que ça sera à la place ou autrement? À voir. C'est janvier ou... Janvier, faut qu'on bosse la suite. Bah, va falloir bosser, quoi. Ouais, parce que là, en fait, on est un peu sur... on a la caméra, ça marche, on n'a pas grand-chose à faire. Mais il va falloir bosser, et surtout acheter 3-4 trucs, je pense. Quoi? Ah, une meilleure table, j'en peux plus de cette table. Ah, oui, tu m'as fait peur. Ah, j'ai vu une bête de caméra à cache converteur. Ouais. Moi, j'ai pas l'oseille. Hein. Ouais, non, moi non plus en ce moment. 1000 balles, une caméra DV, 4K HD, tu sais, que tu peux prendre vraiment pro et tout. Ok. Mais je dis, à 1000 balles, non. Là, j'ai pas. Non. Toi, t'as 1000 balles, je pense que t'as mieux à faire avec tes 1000 balles en ce moment. Donc, il y a ça, et puis après, il y a aussi refaire le design de la... Ouais, le setup à faire. Le setup visuel, les incrustations. Ouais, mais en fait bêtement, j'ai repensé, en fait, c'est Canva. En fait, oui, mais je veux dire, le setup visuel, contour, machin, bienvenue, au revoir, bidule, truc. Ouais. Ça prend ça prend pas des masses de temps, mais en fait, il faut définir un peu ton mood board et un peu le... Après, j'ai vu des trucs, comment mettre les trucs. Ah, j'ai vu 3-4 trucs, comment faire des trucs sympas. Il y a des trucs cool à faire. Hein. Mais ça pose la question de l'évolution de l'émission, quoi. Oui. Bon, à mon avis, on est parti pour parler un peu de tout et de rien, donc autant... Oui, aujourd'hui... non, mais il y a l'évolution, on en parle, soit on en parle pas. On parlait maintenant, parce que le vu, ça nous fera une petite coupure, mais c'est vrai que le format un peu point hebdomadaire, politique nationale, etc., en survolant, parce qu'en fait, on n'a pas le temps de poncer plus que ça les sujets, et puis on n'est pas spécialiste. Et on n'est pas des éditorialistes à se revendiquer spécialistes de tout. Non. Voilà. On n'est pas des tautologues, on est juste des militants avec... Non, mais on est des militants avec un avis. Après, on connaît un peu les sujets, mais la différence entre connaître un peu les sujets et être spécialiste, c'est qu'on peut balayer 10 sujets et dire des trucs plutôt cohérents, mais à un moment donné, c'est pas spécialiste, quoi. Donc, on n'apporte pas forcément une plus-value autre que notre côté militant de la France Insoumise et notre point de vue de militant de la France Insoumise. Ça s'arrête là, généralement. Puis il y a des trucs où tu es confronté toi, parce que tu es confronté ici, ou dans ta vie privée, ou perso, ou pro, machin. Mais moi, ce que je disais hier soir, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, mais tu vois, la question des ports, de la pêche, moi, je maîtrise pas, c'est que j'y suis jamais confronté, c'est pas mon truc. T'as pas la compétence, t'as pas de compétence sur le domaine. Même pas d'appétence en plus, même pas un truc qui me tu vois quoi. Ouais. En plus, dans un peu l'identité bretonne, on t'explique, la mer, le truc, le machin. Moi, mon rapport à la mer, c'est que j'aimerais bien passer mon permis bateau, mais Oui, alors l'identité bretonne qui est rapprochée à la mer, ça me fait rire parce que c'est très... soit c'est parce que t'es vraiment t'as grandi proche... Enfin,
as vécu proche de Lorient et que Lorient est rattaché à la mer, mais je peux te garantir que quand tu es à Pontivy, le rapport à la mer, il est pas là. Il est plus proche du champ de patates que du rapport à la mer. Oui, c'est surtout. Et puis même, tu peux être à. Quelle ville est un peu moins liée à ça? J'allais prendre. Ah non, en Bretagne, soit c'est lié à l'agriculture, soit c'est lié à la pêche. Ouais, mais je sais bien, mais même dans le rapport côtier, tu es à Lorient, tu as une ville avec 6 ports. Donc il y a un peu toutes les gammes de relations entre le territoire et la mer et ce que tu peux y faire dessus. Mais tu vois, tu es à l'Armor-Plage, c'est des plages de touristes. Oui. Donc tu as un rapport à la mer un peu différent. Tu es à Pleumeur, tu as des plages un peu sauvages, machin. Tu n'as pas le même rapport à la mer. Donc Lorient a un rapport à la mer différent que les autres villes. Très économique. Voilà. Très économique. Et pas du tout la plage détente, la mer détente. Quoi. À mon grand regret, il n'y a pas de plage accessible à tout le monde. Voilà, ce qui fait que ça oblige. Est-ce qu'il ne faudrait pas un Lorient plage? Non, alors. Franchement, mon côté troll t'aurait dit ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mon côté premier degré te dirait j'adorerais qu'il y ait une plage accessible au quartier populaire, comme c'est le cas à Marseille. Mais à Lorient, il n'y a rien qui s'y prête. Non, il n'y a rien qui s'y prête. Et surtout, l'eau de la rade, c'est sympa. Je laisse ceux qui veulent s'y baigner. Enfin, c'est l'équivalent, c'est l'équivalent du canal Saint-Martin pour les Parisiens qui veulent se baigner dedans. Et Hidalgo, elle a investi 1 milliard pour que les gens puissent se baigner dedans. Les gens font. Non, c'est bon, je passe mon tour. Ah, Merlich, 1 milliard, tout ça. Mais nous, à la base, on ne voulait pas y aller. Nous, mais si, pour les Jeux Olympiques. C'est moins. Alors, c'est moins. Je pense que c'est quand même mieux. Mais en fait, tu as toute une zone, genre le port. J'ai pas envie de mettre les pieds dedans. Mais en fait, ça s'arrête pas. La bouffe. Non, mais oui, mais même l'eau, tout ce qui est devant l'Arsenal, j'ai pas envie de mettre parce qu'il y a des vieux trucs qui au fond. Non, mais en fait, elle est polluée en fait. Oui. Typiquement, normalement, je crois que c'était Damien Gérard qui m'avait expliqué que normalement la mairie est censée draguer le fond de l'eau pour la nettoyer, mais ça coûterait tellement lourd parce qu'en fait, ça va polluer parce que l'Arsenal pendant des années, il n'en avait absolument rien à foutre. Ce qui est infiniment mieux maintenant, parce que je prends la parler avec mon frangin, c'est infiniment mieux. On ne considère plus l'extérieur du pont comme une poubelle. Et les produits. Ouais, non, mais c'était. À l'époque, quand tu avais un surplus de produits, tu balançais par-dessus le pont, c'était fini. Hein, la peinture, tout ça, on s'en foutait. C'est mieux, l'Arsenal. Ouais, c'est le rapport à l'écologie. Oui, complètement. Mais n'empêche que ça a laissé un passif qui fait que dans les bouts que tu as sous le. Ça n'a pas disparu. Mais même, ça s'y prête pas. Parce que quand tu remontes un peu le. T'as la maison de l'agglo, tu pourrais. C'est Scorff à chaque fois. C'est Scorff, ouais. C'est Scorff. Quand tu remontes sur le Scorff, c'est plus dans un fleuve où tu vas faire du canoë ou un peu de kayak ou truc parce que c'est plat et ça s'y prête. Mais c'est pas un endroit où tu vas aller te baigner parce qu'il n'y a pas. Et puis quand tu arrives sur l'encablure du Blavet et du port, tu as Naval Group et la base, là où il y a la marine. Bah, en fait, c'est des zones où tu n'as pas le droit. Hein. C'est des zones réservées. Ah oui, tu as toute une zone qui est interdite. Donc c'est mort. Puis après, tu as des bateaux qui sortent et qui circulent. Ça, vraiment, de ce côté-là, ça s'y prête pas. Puis après, tu es de l'autre côté. Tu es du côté Arsenal, la base, Kéroman, c'est là où il y a le port, où il y a de l'essence et tout. Là, c'est trop loin. Là, ça commence déjà à devenir un peu loin. Ah, c'est ghetto. Non, là-bas, faut pas aller. Bah, là, c'est ghetto. Moi, j'appelle ça Baltimore. Et après, tu arrives rapidement sur le. Après, tu es à la base. Sur le terre. Oui, et puis après, tu as le terre. Et là, c'est vaseux et tout. Ouais. C'est pas bon. Et même, tu as avant. Même quand tu prends le pont Saint-Christophe qui traverse pour aller à la Nester, juste de là, du pont Saint-Christophe jusqu'à l'ancienne poudrière. Ah oui. Là, mais en fait, c'est de la vase. T'as de la vase partout. Mon père se baignait là quand il était gosse. C'est la vase, quoi. Donc ça veut dire qu'il y aurait des travaux de. C'est un des sujets. Moi, j'y passe souvent. J'y passais souvent pendant 2 ans, par Cardoual et tout. Kevin-Lorient, tu passes par là. Et le premier réflexe que je me disais, c'est fou. Comme c'est un endroit qui est mal valorisé. Ouais. Et c'est vrai que la réflexion de vouloir mettre pas forcément une plage comme tu as à l'Armor Plage, parce qu'en fait ça s'y prête, c'est lent, c'est un lent déclin, c'est de la plage, c'est du sable, ça s'y prête. Mais je veux dire, un endroit où les gens pourraient aller se baigner, en fait là-bas tu te dis ça pourrait être avant la marine machin, mais il y a tout un travail de restructuration de cet espace-là. Parce que c'est une espèce de. Tu descends Cardoual, donc tu sors de Guidel, hop, tu vas de là à
vers chez moi à l'hôpital. Ouais. T'as une espèce de corniche stylée. Après, il y a des heures où il ne faut pas y passer. Hein. Le 8-9. Pendant les heures de pointe, les bagnoles, c'est l'enfer. Le 16-18, là, il faut y aller à pied. Mais c'est sympa, tu pourrais y faire. Mais il y a un truc à faire, c'est pas valorisé, quoi. Je trouve ça moche. Il y a une promenade, voilà. Il y a une promenade qui est sympa. Mais qui n'est pas safe de ouf. Ah ouais. Parce qu'elle est éclairée, mais comme tu n'as pas beaucoup de passages. Tu vois, ce rapport au passage. En même temps, il n'y a rien, en fait. Oui, il y a beaucoup de coureurs. Il y a des coureurs. Oui, des coureurs. Mais au-delà de ça, c'est pas vivant. Tu as même peu de promeneurs parce qu'en fait, tu vas ton point A au point B, tu n'as rien. Tu n'as même pas de parking, tu n'as rien, c'est pas ouf. Non, c'est un endroit qui est. C'est un endroit mort. Mort, pas dans le sens mort nul, mais c'est mort. Parce que c'est pas. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien qui se développe là. Et tu vois, quitte à aller me promener, je préfère aller pousser jusqu'au bois du château, aller me promener dans le parc du bois du château. Parce que les gamins vont pouvoir jouer, parce qu'il n'y a aucun espace de jeu pour les gamins. Bah non, mais en fait. Alors, moi, je suis grandi dans la street et franchement, ça me casse les couilles d'aller me balader au bois du château. Oui. Non, mais c'est pas dans le bois du château, c'est dans le parc. Je sais qu'il y a le parc. Le parc qui est à l'abandon. Le parc qui est plus entre. C'est une catastrophe. C'est un endroit, franchement, dans l'Orient, il y a des endroits où le maire a investi beaucoup dans le centre-ville. À tort ou à raison. C'est sympa ce qu'il fait. On va pas cracher les investissements. Mais il y a des endroits où, franchement, il aurait pu mettre un petit billet et tout, faire des trucs plutôt sympas. Mais il y a des endroits, c'est mort. Oui. Et ce coin-là, c'est un coin de l'Orient. C'est vraiment un coin où tu as une boîte de nuit qui a fermé avec le proprio qui avait fait une dinguerie, je sais plus quoi on m'avait raconté, mais bref. Donc tu as une espèce de boîte de nuit fermée, truc depuis longtemps. En face, tu as l'ancien centre de pompiers qui est dans son jus, qui est mort. Si, tu as une espèce de caserne juste en face, avant qu'il déménage à Carvaric. T'as jamais fait gaffe. Ah non, il n'y a pas de caserne de pompiers là-bas. Si. On parle pas du même endroit. On est toujours le long du Scorff, là. Ouais, le long du Scorff, vraiment limite quart de halle. T'as donc la corniche, truc où t'as le centre d'aviron, le truc de Bicross, là. Comment ça s'appelle ? La fourrière, la première fourrière, la pré-fourrière animale. Ouais. Quand tu continues encore tout droit, avant d'aller tout droit sur quart de halle, tu tournes à gauche pour retourner sur. Tu contournes le parc de Bois du Château. Alors, attention. Franchement, on sera beaucoup mieux comme ça. Voilà. On est d'accord que la boîte de nuit, elle était ici. Mets-nous la 3D là. Oh oui, remarque, t'as raison. Vas-y. C'est ça la 3D, ouais. On va voir si je suis bon. La boîte de nuit. J'aime pas avoir tort. Elle était là. Ok, vas-y. Oh, je le vois d'ici. Donc là. Oh, je le vois d'ici. À droite. Là À droite. À ta droite. Non, retourne où t'étais. Un petit coup à gauche. Tourne caméra à gauche. Ça là ? Ouais. C'est pas les pompiers ? Bah c'est quoi ? C'était pas les pompiers, c'est l'entreprise. Ça n'a jamais été les pompiers là. Attends, alors à gauche, il y a un truc désaffecté. Hein. Ah oui, ça c'est désaffecté. Mais ça n'a jamais été les pompiers. Ah ouais, ouais. Oui, c'est vrai que c'est des... Non, quand tu vois la caisse bleue là, ça c'était du poisson. Ça c'est des caisses du port. Non, ça n'a jamais été les pompiers ici. Truc de déchargement de camion, ça. Mais ça me rappelle une vieille discussion où on a déjà eu et je t'en mode non, tu disais si et on n'a jamais tranché. Ouais, et là je te garantis que ça n'a jamais été les pompiers. C'est pour moi, c'est se demander à quoi ce qu'il y avait. T'as les services par derrière. Et là derrière, t'as un truc. T'as les services de la vie. Mais c'est. Et c'est l'ancien Triskel, c'est l'ancienne usine qui t'avait. C'est Floral. Et tout ce qui était ici, c'était une ancienne usine qui avait là, qui a été rasée et que l'OR veut réutiliser et normalement va réutiliser pour faire du logement. Ah, c'est fou ça. Il va le faire quand ? Alors ça, j'en sais rien. Ça sera dans son programme de deuxième mandat. Machallah les frères, j'ai pas eu le temps. Ce qui pose quand même des questions parce que t'as pas de bus de là. C'est-à-dire qu'il va falloir te taper à pied le trajet. T'as le bus qui va à Kévin en passant par Cardoual. Oui, alors la fréquence. Ouais, voilà, c'est ça. Non, je parle de fréquence quand même. Bon, après peut-être. Non, mais donc c'est pour parce que bon, je parle de la même chose, mais c'était pas une caserne. Mais là, c'est vraiment. Bon, là, t'es au bout, hein, parce qu'après, t'as les 2 bars de Cardoual. Qui se font. Le fameux. Oula. Pâté qui saoule qui était ici. Ah, il a changé de nom. Le Cardoual. Ça s'appelait le Pâté qui saoule avant, ou c'est celui-ci ? Non, c'était ça. Bref, j'ai jamais compris. Il y en avait 2, l'un en face de l'autre. Alors celui-ci, je l'ai jamais vu ouvert, ceci dit. Bah, j'ai 2, je les ai jamais vu ouverts, moi. Ah, si, le pâté qui saoule. On a acheté du pâté avec mon père quand j'étais gosse. Alors, j'y passe que. Et t'as un grand hangar à boules derrière. Je sais pas s'il est toujours utilisé, mais. Ah, non, fermé définitivement. Ok, bon, bah voilà. Dommage. Non, mais du coup, en fait. Excusez-moi. Non, mais la question. Du plan sur le plan attractivité économique, c'est ça, c'est que si tu veux développer entre l'hôpital
Et Cardwell, qui est un petit village de caractère tout petit, hein, c'est un village qui doit faire, c'est un croisement de route. Doit faire 100 ou 200 personnes, le hameau, mais surtout cet espace-là, si tu veux développer de l'activité ou du passage ou en faire un endroit touristique, faut que tu mettes des trucs. Il faut que tu repenses vraiment tout cet espace-là. Il y a un truc à faire, mais tu sais, on avait parlé quand tu étais revenu du Portugal. T'avais kiffé l'espèce de grand hangar où t'avais plein de trucs de bouffe. Le food court. Ouais. Mais tu vois, et ça m'a fait vachement penser à ce qu'ils avaient fait à Nantes. Ils ont réutilisé des anciennes carrières où ils ont installé un truc comme ça. Et c'est apparemment, mon père y a été, il trouve que c'est trop cool. Et en fait, t'as un truc de drainer les gens vers là-bas. En fait, c'est-à-dire que t'as vraiment un effet de gens qui se déplacent du centre-ville vers là-bas. Et t'as la promenade, et apparemment t'as pas mal de choses. Et t'as tous les machines de Lille qui vont s'installer là-bas. Bref. C'est un investissement sur l'avenir pour aller amener les gens là-bas. À Lorient, si tu veux faire ça, il n'y a que dans ce coin-là que je vois ça. En fait, c'est vrai que ce que tu dis, on avait parlé du food court. Ma première réflexion, c'était de faire un food court proche du port, un peu plus porté sur les poissons, sur la gastronomie de la mer. Et je pensais plus le mettre en effet sur Kéroman. Après, tu as des problématiques d'espace, d'emprise au sol, de Céveso, etc. Et ce qu'a dit Alexandre était très juste, la notion de submersion à pas oublier. Mais là, je pense que tu as le principe de subversion par rapport au Blavet compte quand même à réfléchir sur le contexte, enfin sur l'espace. Mais là, tu peux le faire. Oui. Après, avoir la carte des submersions, c'est vrai. Avoir la carte des zones humides, parce qu'à mon avis, toute la zone qui est... Mais là, c'est déjà du bâti. Donc, Oui, à droite, tu peux, mais à gauche, typiquement tout là... Non, mais là, ça, tu touches pas, ça. T'as le terrain de cross un peu plus loin. La fourrière, tu peux à la limite les dégager, mais tu gagnes rien. Mais non, parce qu'en fait, tu vas les dégager, mais pour les mettre où t'as pas beaucoup plus de place. Non, mais tu le dégages, c'est que tu as un projet pour cet espace. C'est ça. Et après, t'as tout le club d'aviron. Et quand tu prolonges, le vrai endroit où tu peux faire des choses, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça appartient. C'est ambianté de ouf. Non, mais ça appartient surtout à l'armée. T'as toute cette zone-là qui. Oui, mais l'armée, ils sont pas. Ils sont OK pour vendre. Hein. Mais je veux dire, tu vas l'acheter. Je dis un truc vraiment au hasard. Tu vas l'acheter 500 000 €. Derrière, t'as un budget de ouf, un billet. Ne serait-ce que de le remettre en état. T'as un billet. Donc déjà, t'es sur une OP à 1,5 million. Donc en termes. Je sais plus, j'avais trouvé le budget de la collectivité. Le budget de Lorient. Je l'ai vu. Je l'ai plus en tête. Et en gros, l'idée, c'est d'utiliser le bâtiment. Mais pardon, c'est juste quand je dis 1,5 million d'euros, c'est pour ça le décalage que moi j'ai souvent quand ils parlent des investissements au niveau de l'État, sur la Sécu et tout. C'est qu'admettons, tu achètes 500 000 et que tu as 1 million de désamiantage, remise en état et pour accueillir du public. Oui, parce que tu es déjà sur 1,5 million. Après, tu fais de l'investissement un petit peu dedans, de trucs. Ça se trouve, tu arrives à 1 million, 1,8 million. Déjà, tu as 1,8 million d'investissement. Donc, dans ta capacité d'investissement, si je te dis 1,8 million, tu me dis, ouais, c'est beaucoup. Ça se trouve, la ville a 80 millions d'investissement. En soi, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même un petit billet. Si tu me dis, crise économique, l'État qui te ponctionne, etc., et que tu vas passer peut-être à 30, un projet à 1,5 million sur 30, sur 50 mandatures, tu fais... C'est chaud, parce qu'après, une fois que tu t'as investi et tu l'as fait, c'est combien tu vas mettre de fonctionnaires dedans pour que ça tourne. Donc, ça a un coût annuel de fonctionnement. Ton coût annuel de fonctionnement plus ce truc, tu te dis, il y a un budget... Tu as 2,5 millions sur une mandature. Si derrière, dans ton business, tu ne t'y retrouves pas en résultat de ton endroit que tu veux faire, ou bien indirectement, il n'y a pas des gens qui viennent s'installer, des entreprises qui vont te payer la taxe pro, etc. Mais ça ne s'y prête pas en logement, mais tu peux peut-être foutre un ou deux constructions. Mais il faut que tu puisses t'y retrouver financièrement. Moi, ce que j'avais trouvé cool, en tout cas... Mais c'est structurant. Ouais, mais tu vois, typiquement, ce que j'avais trouvé cool... Moi, j'avais... Pendant très longtemps, je m'étais demandé comment les socialistes avaient fait. Ils n'ont pas fait, pardon. Comment Métairie avait fait pour développer toute la partie de la base. Comment il avait fait? Je m'étais dit, ouais, ils ont filé du pognon, nanana. Au final, de ce que j'ai compris, alors peut-être, j'ai pas été creusé, mais de ce que j'ai compris, c'est que... Faut que tu amorces la pompe quand même. Oui, mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit les hangars de bateaux, les hangars pour les...
C'est-à-dire que c'est l'agglo qui a construit les hangars de course au large. De course au large. Et qu'ensuite, ils ont investi de l'argent. Mmh. Et derrière, ça a amené des entreprises. Je pense qu'ils ont dû faire des tarifs très avantageux pour les boîtes, qui sont arrivés dedans, qui se sont installés. Et ensuite, tout autour, il y a un écosystème qui s'est construit. Et en vrai, je peux te dire, ok, ça en vrai, je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que l'argent qu'ils ont dû mettre dedans, alors il y a le prix de revente, parce que du coup, maintenant, les boîtes de construction navale rachètent l'agglo, revend les locaux. Et moi, je trouve que c'est pas débile, en fait, parce que. Ouais. J'allais dire, ils ont fait une queue de but. Oui, mais au-delà de la ils ont rattrapé l'argent qu'ils ont investi. Déjà, est-ce qu'à partir du moment où ils ont rattrapé l'argent qu'ils ont investi, bon, déjà, moi je trouve que. Opération blanche. Quoi. Opération blanche, plus t'as créé l'activité économique, t'as revitalisé une zone, franchement. Et t'as pris la taxe pro. Et c'est ça, t'as installé une grosse taxe pro dans plein d'endroits. Je trouve ça. Moi, je trouve que c'est un modèle qui est plutôt sain. Et je me suis dit, typiquement, tu fais. Non, je pense pas. Parce que la droite, c'est tu lâches des subventions pour aider les entreprises à s'installer. C'est là où je trouve qu'il y a un modèle qui est pas trop dégueu. La vraie question, c'est typiquement qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cet endroit-là pour avoir la même plus-value, sachant que tu as quand même vachement moins d'espace constructible, de trucs que tu peux construire, à moins de sacrifier le parc du Bois du Château. Et ça, je pense que la droite, un jour ou l'autre, va y aller comme des bourrins. Ils vont nous faire soit du logement, soit d'entreprise, soit n'importe quoi. Au détour d'un plan en rue. Ouais. Mais là on a dû ronger parce que le PMUI, il faut qu'on ait 50 mètres entre deux immeubles, blablabla. Possible. Moi je pense qu'ils vont le saccager un jour en fait, les droitards, ce qu'ils veulent, c'est de l'emprise foncière pour vendre l'emprise foncière à des promoteurs. Et à un moment donné, Lorient, la différence de Vannes, parce que pour le réveillon, j'étais à Vannes. En fait, Vannes, ils ont 2 ou 3 000 ou 4 000 habitants en moins que Lorient. Mais à la différence de Vannes, Lorient, c'est enclavé. Oui. Donc l'emprise foncière se fait rare, ce qui te posera un problème foncièrement de pression foncière et que ça va coûter de plus en plus cher d'accéder au terrain et les promoteurs vont vraiment mettre la pression. Ce qui ne se pose pas à Vannes, où Vannes, ils ont beaucoup d'espace parce que c'est plus étendu. Donc ça, c'est un problème de Lorient. Et en effet, quand tu cherches de l'emprise foncière pour construire, sans prendre en compte la loi ZAN qui fait que tu ne peux plus bétonner bêtement de la terre comme si c'était la fête. Cariado, il y a des hangars qui servent à rien là-bas, c'est désaffecté, c'est mort. Tu as la même réflexion qu'on a là sur la corniche, c'est comment tu fais pour exploiter encore un peu plus Cariado, sans que ça porte préjudice aux petits centres commerciaux de quartier ni au centre-ville. C'est pour ça que le curseur d'Eveco, qui est quand même nécessaire, parce que la foncière, la taxe foncière des entreprises, la CFE, je crois. Oui, la CFE. C'est la CFE. Et la taxe pro, c'est une des principales, voire une des seules rentrées d'argent de la collectivité, avec la foncière. Et les mouvements c'est le département, ça. Les villes en retouchent pas une partie Je crois qu'il y a peut-être pas, t'as raison. Hein. Les droits de mutation. Ouais. Je crois qu'il y a peut-être pas. C'est une des principales rentrées d'argent du département et il y a une rétribution. Mais du coup, tu les as comme ça. Donc non, c'est important d'avoir des entreprises qui s'installent parce que d'un point de vue purement financier, ça te fait rentrer de la CFE et de la taxe pro. D'un point de vue plus social, ça crée de l'emploi. Donc ça fait vivre des gens. Et c'est des gens qui sortent de la précarité, mais qui rentrent dans autre chose. Non, précarité, c'est pas vrai. Qui sortent de la pauvreté et qui rentrent dans la précarité. Ça dépend de. Ouais, quand tu es au SMIC, tu n'es plus dans la survie, mais tu te rends bien compte que tu es quand même bien précaire. Hein, oui, non, mais le SMIC, c'est chaud. Bref, shout out à tous les SMICards. Mais voilà, donc ça fait quand même sortir des gens des aides, ça fait sortir des gens de la précarité, ça fait sortir des gens qui puissent commencer à acheter de la bouffe, prendre soin d'eux, tu vois, investir. Pas investir sur eux, de la santé, etc. Donc, l'impact économique, après, c'est quand tu es de gauche, où tu places le curseur développement économique. Nous, on a un peu réfléchi. Je sais qu'on a un spectateur, mais on a un spectateur. Au moins, alors, il n'est peut-être pas là en live, mais il sera là. Il regardera. Ça, on est sûr. Il découvre rien. Mais c'est vrai que quand tu te dis
quand tu dis le principal, c'est de conserver, de préserver les services publics, la question, c'est quelle est ta vision que tu as des services publics, premièrement. Et deuxièmement, comment tu gères le secteur privé, sachant que tu n'as pas la main dessus. Parce que tu leur dis, vous passez, pas aux canettes, mais aux bouteilles en verre. Ils peuvent te regarder et faire. Super. Allez, suivant. Ouais, c'est ça. Super. T'as pas la main dessus, ils font ce qu'ils veulent. Donc, c'est. Comment faire pour avoir quand même un impact ? Voilà. Mais c'est une vraie... C'est quel levier ? En fait, c'est plutôt ça. C'est quel levier tu peux avoir pour justement pouvoir un petit peu. Tout en ayant conscience que l'objectif, c'est pas d'aller faire comme les droitards et d'aller subventionner comme des cochons. Justement, j'en ai pas parlé. C'est en les fait fonds publics qui vont financer le secteur privé. Là, comment tu fais pour quand même stimuler une activité économique sans rentrer dans ce qu'a fait Macron, d'aller déverser des millions et des milliards Hollande, hein. Ou Hollande, qu'avait commencé Hollande, mais oui, mais on va prendre Macron qui est comme le paroxysme de ça. C'est loi Macron. Mais comment tu fais ? C'est une vraie et c'est pas simple en fait, c'est loin d'être simple. Et c'est ce que je disais sur les socialistes qui ont justement en fait investi dans des locaux, qui ont permis à des entreprises de venir, qui ont attiré. Les sauces sont meilleures que nous sur ça. Oui, et il faut le reconnaître. Meilleures que nous dans la maîtrise du sujet. Après, idéologiquement, Après, faut voir parce que je pense qu'il y a des trucs où on n'est pas d'accord. Dans la maîtrise des sujets, parce qu'ils sont très portés sur le développement économique et l'émancipation par le travail, c'est là où on n'est pas d'accord. Ouais. Parce que nous, on voit le travail comme une aliénation. C'est souvent ma petite blague que je dis à quelqu'un, je te donne 1 million d'euros. Oui. Et je te donne 1 million d'euros, mais il faut que tu travailles 10 ans. Moi, tu me poses cette question, la réponse, tu la connais. Attends, pour toucher 1 million, il faut que tu bosses 10 ans. Non, je te donne 1 million d'euros. Ouais. Et merci, au revoir, tu claques ton oseille. Salut. En cash, là, tu fais ce que tu veux. Ouais. Ou je te donne 1 million d'euros, mais il faut que tu travailles 10 ans. Je prends 1 million cash. Mais il y a des gens, ils m'expliquent, non, mais moi j'ai besoin de travailler. Oui, mais péter un câble. Alors moi, travailler. Travailler, ça veut dire, genre, tu vas te lever à 5h, tu vas partir à 6h30. Alors, on en a déjà parlé. 1 heure de transport. Moi, je suis pas contre de garder une petite activité de taf. Mais une petite, ça, genre quand j'ai envie, tu vois, genre aujourd'hui j'irais bien sauver des gens. Mais j'aime bien mon taf, moi je trouve que mon travail il est utile à la société. Mais toi t'es un mauvais exemple, toi t'aimes bien sauver des gens. Excuse-moi, je m'appelle Superman. Mais tu serais à moi, je vais dire une connerie, tu serais c'est pas la même chose. À Pontivy et que tu dois venir à 8h du matin pour aller égorger des poulets de 8h à 18h et tu te tapes bouchon et tu fais ça. Ah oui, non, mais c'est clair. Mais je pense que le petit boulot, tu vas faire. Non, moi j'aime bien les trains miniatures. Je vais. Non, mais Pierre Million. En vrai, moi je prends le million et. Et si t'es pas contre, investis. Bref. Bref, tu t'achètes des petits, tu fais du Airbnb, tout ça. Oh putain, la surenchère. Ouais, c'est de ouf. Non, mais il y a des gens qui m'expliquent que non, mais j'ai envie de travailler. Mais parce que ça, c'est une aliénation du système qui te pousse à croire dans un métier passion. Oui. Et dans ce cas-là, fais-le bénévolement. Non mais de fou. Merci. Mais moi j'entends je sauverais des gens sans. C'est pour la sécurité sociale que je fais ça. Donc non, mais c'est pour ça. Et c'est vrai que sur ça, les sauces, ils sont chiants parce que dans leur tête, tu t'émancipes par le travail. Non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est là où ce qui est important comme dans le travail et qu'il faut pas négliger, c'est le côté sociabilisant. Le travail est un endroit où les gens se sociabilisent. Et si tu lui rends tu peux te socialiser ailleurs qu'au travail. Mais oui. Mais sauf que le travail est tellement aliénant à l'heure actuelle que de toute façon, c'est quasiment un des seuls espaces où tu peux rencontrer des gens, discuter, créer du lien. Il y a combien d'accord. Par défaut, tu prends Nolwenn et moi, t'enlèves l'école où on est investi dans l'association. Parce que vous avez du temps et vous faites un travail passion qui vous libère de l'énergie pour en avoir un côté un peu pour s'investir. Non mais voilà. Et puis on a décidé d'investir. C'est du temps qu'on passe pas. Par exemple, moi j'ai un pote, sa baraque elle est tout le temps clean, tout le temps nickel, il s'occupe de son jardin. Moi nous on a fait le choix de dire le ménage super. On va s'occuper de nos enfants. Non c'est pas ça, c'est qu'en fait, mais non ça n'a rien à voir. C'est que nous, le temps qu'on passe, par exemple, dans l'association ou dans le politique ou dans autre chose, on le passe pas dans l'entretien de la maison. Et la Nolwenn a décidé de lâcher à peu près tout et de plus s'occuper de la maison. On voit la différence. Parce qu'elle, mais. Pourrait séquencer ça. Hein. Mais vous pouvez, c'est pas un souci. C'est-à-dire qu'elle a fait le choix de maintenant passer plus de temps pour la maison. Et il y en a plein qui font ça. Ne serait-ce que par construction sociale, de la femme doit s'occuper de la maison, et ainsi de suite. Ce qui est pas le cas de Nolwenn. Elle est revenue sur ça ? De quoi ? Non, parce qu'elle fait plein de trucs.
Elle en fait en dehors de la maison maintenant. Elle a arrêté beaucoup de choses. Et voilà. L'association, elle a arrêté. Pour y revenir un peu. Les cours de breton, elle a dit en vrai, flemme, ça m'intéresse pas, surtout s'il n'y a pas Sandrine. Et puis bon, étudier des textes, c'est pas son kiff. Idée, ça. Mais, et en fait, du coup, elle se retrouve à passer plus. Donc, mais du coup, elle a moins de lieux de socialisation en oui, travail. Non, pour revenir sur tes pattes, d'accord. C'est ça l'idée, c'est qu'en fait, tout ce temps-là que tu passes, soit tu le passes dans l'associatif, où tu peux te sociabiliser, mais c'est du temps que tu prends sur l'entretien de chez toi et avoir une maison qui soit. Entretenir sa maison, c'est du confort aussi au quotidien. Il y a un truc. Nous, quand c'est le bordel, c'est pas agréable. Ouais. Donc, c'est des choix que tu dois arbitrer sur où tu passes ton temps. Le travail prenant de plus en plus de place, plus en plus de temps, notamment le travail coupé, le travail haché pour beaucoup de parce que c'est mal payé. Du coup, parce que c'est mal payé. Et tu te retrouves le seul endroit où tu sociabilises, c'est le travail. Et c'est un système qui s'auto-entretient. Et les gens n'imaginent pas se socialiser autrement qu'après le travail. Et encore là, ça va. Parce que moi, j'ai connu des entreprises un peu à l'anglo-saxonne à Paris. Tu avais des happiness managers qui t'expliquent qu'il faut qu'il y ait une bonne ambiance, que tu puisses rester jusqu'à 20h si tu as envie de rester jusqu'à 20h et que tu puisses aller faire du billard. Mais si j'ai pas envie de rester jusqu'à 20h, comment ça se passe ? Mais c'est la culture de l'entreprise anglo-saxonne, capitaliste et libérale, qui te donne comme si tu étais fait pour ça. Oui. Moi, faudrait qu'on se le fasse un de ces quatre, parce que tiens, je réfléchis à qu'est-ce qu'on pourrait faire après, parce qu'on tourne un peu en rond sur ce format-là, je parle. Oui. Mais tu vois, moi, quand j'étais petit, j'étais fan des bagarres, des effets spéciaux et tout, et du coup, j'étais très fan de Matrix. Ok. Mais Matrix, je l'ai vu premier Doug. Ah oui, premier Doug, bagarre, trucs, effets spéciaux, trucs, machin. J'adorais la baston. Ah ouais, karaté, kung-fu, hélicoptère, truc, le mec qui fait du limbo avec les balles du pistolet et tout, machin, bref. Mais je le regarde premier degré. Je me dis, ah ouais, stylé, film de bagarre et tout. J'y suis revenu 10 ans plus tard. Je dis, attends. Ouais. C'est quoi la matrice? Et après, je fais, ah le bâtard. Ah, mais les sœurs Wachowski, c'est des dingueries. Et là, je fais oh. Mais bon, après, le 2 et 3 sont pas nécessaires. Enfin, je vois, c'est l'oseille. Hein. Ils sont. Si t'aimes les effets spéciaux et t'aimes un peu la trame historique, En fait, le gros truc, c'est le premier. Ouais, le gros truc, c'est le premier. Et le 4, du coup, qui est sorti il y a pas longtemps. Qui lui aussi il est mindfuck, hein, celui-là. Celui-là, ça va. Celui-là, faut avoir vu le premier, s'être bien étiré. Faut avoir bien vu et comprendre la notion de méta. Ah ouais, non mais c'est... il est hardcore. Enfin, c'est pour les fins limiers. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est les gens qui pètent un câble, genre non mais c'est pas du vrai Matrix. Alors déjà, rappelle que les deux meufs qui t'ont fait le 4, c'est les mêmes qui ont fait le 1, 2, 3. Donc je pense que elles ont un peu une idée de ce que c'est Matrix. Mais le 4 est beaucoup plus Matrix que le 2 et le 3. Hein. Ah mais de fou. Ah mais alors ça complètement. Ça c'est... Moi j'adore les films qui me retournent la tête. Et j'ai vu donc Matrix. Et regarde tous les Wachowski. Même Jupiter Ascending qui est. Ouais, mais je l'ai vu, j'ai pas accroché. Ah, mais moi, c'est du Heroic Fantasy spatial, Space Opera. Moi, il y a du Space Opera. Space Opera, je me suis arrêté à Star Wars et déjà, je fais. Mais pour revenir à Matrix, mais en fait, quand tu comprends Matrix, en fait, la matrice, c'est le capitalisme. T'as une grille de lecture qui est pas la même. Alors du coup, donc les machines, elles entretiennent et elles se servent de l'énergie des gens pour entretenir la matrice. Donc ça veut dire que la matrice nous pompe pour développer la matrice, d'accord. Donc nous, on est juste de la chair à canon pour le capitalisme, ok, très intéressant. Mais du coup, Morpheus, c'est qui? D'accord, ok. Et donc Neo qui va lutter contre le capitalisme, mais quand même il rentre dans le capitalisme pour le retourner de l'intérieur et tout. Je me dis, putain, Néo, c'est Mélenchon. Non, je déconne. Le mec qui retombe sur ses pattes pour placer Mélenchon. Mélenchon, c'est le meilleur. Et là, c'est le peuple. Mais non, c'était intéressant d'avoir la grille d'analyse de justement regarder un film en ayant les codes. C'est comme quand, il y a quelques années, j'allais voir des expos de peinture. Ouais. Et en fait, si tu regardes une peinture... moi, je sais pas, je vais prendre un exemple. Je vais te prendre Basquiat, par exemple. Parce qu'on a parlé hier avec Tanguy, tu prends Basquiat, si je te mets devant le truc, tu vas dire que ça soit tes goûts, pas tes goûts, tu vas faire ok, cool. Tu vas dire ouais, je vois pas trop le délire. Mais quand tu comprends ce qu'il veut dire, quand tu comprends quelques cycles qu'il place, quand tu remets dans le contexte de l'époque, quand tu remets dans le contexte justement
de comment il est arrivé à faire cette peinture, comment tu le places dans l'histoire, quand on te donne finalement quelques clés pour comprendre. L'explication de texte. Tu vois la même chose, mais je veux dire, tu as une analyse qui n'est pas la même, qui t'apporte autre chose. Voilà, après, t'aimes pas les goûts, tout ça. Change rien. Mais je veux dire, avoir une grille d'analyse de, ok, c'est pas juste une tête avec des gribouillages d'enfants. Tu comprends que, ok, donc en fait, c'est lui parce que c'est une personne noire, du coup, tu le mets dans le contexte de l'époque. Et en fait, les grilles de lecture, quand on te montre des œuvres, parce que c'est souvent ça qui est intéressant. Et Matrix, quand je l'ai vu, j'ai capté, ok, donc capitalisme, c'est. Moi, Matrix, c'est intéressant. Je me suis dit, putain. Mais je vous conseille largement, je vous le mets là. C'est la chaîne Durandal et qui fait donc des Pourquoi j'ai raison et vous avez tort, et qui donc c'est des grosses analyses de films où c'est du lourd. Et donc justement là, il revenait sur les Wachowski, donc il a fait une rétrospective sur Matrix 1, 2, 3, mais il doit y en avoir aussi sur les autres films des Wachowski. C'est une dinguerie. Et en fait, alors lui, il te prend, c'est quasiment pas du plan par plan, mais c'est concept par concept. Le bouquin, il te parle de tel bouquin parce que ça fait référence à ça. Ouais, le fait que la tête, quoi. Il t'explique vraiment tout. Mais du coup, t'as vraiment, alors c'est même plus les grilles de compréhension, c'est-à-dire qu'il t'explique vraiment chaque élément, le pourquoi, du comment et qu'est-ce que ça veut dire, et ça veut dire ça, le choix des couleurs, le choix de ceci, le choix de cela. Par contre, c'est 26 minutes et t'en as 3, donc t'en as pour une heure. Je suis incapable de te faire ça, sauf pour une série que je connais pas. The Wire ou. Putain, je me suis remis The Wire, ça y est. Et c'était quoi ton truc de la dernière fois? Moi, c'est Lost. C'est moi, c'est oui, Lost. Lost. Mais Lost, je suis capable de te le faire. En fait, je connais la série tellement par cœur, mais d'avoir eu les épisodes, mais de toutes les références. Finalement, parce qu'il y a tellement de trucs. Enfin, Lost, c'est vraiment une dinguerie. C'est une dinguerie, mais comme il y en a d'autres. Mais je veux dire, la suite de chiffres, tu dis, ouais, c'est une suite de chiffres au hasard. Bah non, c'est une suite de Fibonacci. C'est une suite particulière. Quand il te sort quelques références, c'est pas des références au hasard. Même les prénoms des personnages, c'est pas choisi au hasard. Les voyages dans le temps, trucs. Enfin, les mecs, c'est J.J. Abrams et Damon Lindelof à l'époque là. Ils se sont tellement pris la tête pour faire un truc, mais il y a des références sur références de trucs de machin, même le logo de la Dharma Initiative, en fait, c'est un logo que j'ai vu il n'y a pas une semaine dans un truc tibétain, chinois, je sais pas quoi, qui donnait c'était un signe qui voulait dire la paix ou truc. Et c'est que comme ça. Voilà, attends, mais t'as une grille. Enfin bref, c'est pour dire, parce que Lost, moi, je ne vais pas prendre la tête aux gens. Ce serait pas un symbole nazi que t'as vu Je me suis dit, t'allais voir la blague avant que je la mette, donc ça servait à rien. Mais... Non, mais. Non, mais c'est. Et je me suis mis The Wire. Mais The Wire, putain. En fait, tu vois, j'aimerais bien te dire, Zitema The Wire. Et c'est long. Et en fait, par exemple, The Wire, parce que là, je me galère. Je trouve qu'il n'y a rien qui sort qui soit très passionnant en ce moment. Mais j'avoue. The Wire, c'est franchement, sans être fanboy, parce que je trouve ça très fort, mais je ne suis pas fanboy non plus, on dire c'est un et puis le reste, c'est de la merde. Mais de dire le pitch tout simple, c'est que c'est en effet à Baltimore, qui est une ville complètement décimée par la drogue et la pauvreté sur la côte est, au-dessus de New York, je crois, entre New York et Philly. Donc t'es entre New York et Philadelphie, donc c'est comme si t'étais à Auray, entre Lorient et Vaughan, donc on s'en bat les couilles, les gens ils transitent, s'arrêtent pas, en plus c'est miskin, bref, c'est la misère. Mais ce qui fait The Wire une série, il va chercher Auray. Non, je sais où c'est, Baltimore. C'est Auray, je sais où c'est Baltimore. J'avoue, je sais pas. Ouais, c'est miskin comme ville. Enfin, miskin, non, ça va, c'est pas. Baltimore qui est pas là. Détroit, mais c'est vraiment pas ouf. On va voir si je suis bon en géo. C'est entre Washington et Philadelphie. Ouais, voilà. C'est entre deux villes, mais miskin, quoi. Et New York est beaucoup plus haut, mais en gros, oui. Washington, c'est éclaté. En fait, c'est vraiment entre Washington et Philadelphie, et du coup, c'est vraiment. Et c'est un ancien port industriel qui s'est effondré. C'est la saison au port. Je l'ai même pas fini la saison 1, mais. Bref. Et en fait, ce qui est intéressant dans The Wire, c'est que c'est pas une série binaire où tu as les gentils qui sont gentils, qui sont les gentils qui vont faire la justice et le truc. Où ils développent archi les personnages. Oui, et en face, les méchants. Les méchants qui viennent juste pour faire la bagarre, perdre. Oui. Et on te les montre. Oh, c'est lui le méchant, attention, tu vas deviner que c'est lui le méchant. Puis le méchant, il perd parce qu'évidemment, il est nul. Non, là, c'est plus. Et là, en fait, la particularité de The Wire, c'est ça, c'est qu'en fait, il te montre. C'est souvent coupé en deux. Enfin, c'est pas coupé en deux, mais dans la réal, souvent, tu as quasiment la moitié de l'épisode du côté des flics. Et la moitié du côté des voyous. Et le côté des flics qui t'explique qu'en fait, ils se structurent, ils se prennent la tête pour aller attraper les autres, ils montent des plans, ils galèrent
dans leur structure interne avec les avocats, les trucs, les machins, parce qu'ils veulent du chiffre. Tu vois, il y a des élus, le maire de je sais pas quoi, il en a rien à foutre. Vas-y, faites-moi une arrestation. Tu vois, c'est le plan d'Armadin. Là. L'autre, il lui dit là, il me faut des arrestations. Là, vous avez des trucs. J'ai mis de l'oseille, je vous ai mis des écoutes. Là, vous me les foutez dans le coffre. Là, vous attrapez 2-3 lascars. Et ça fera l'affaire. Fait une belle photo, merci, au revoir. Et puis après, derrière, on ferme la boutique. Oui. Et les mecs qui sont en train de faire les enquêtes, ils font en fait non là, parce que si on remonte les filets maintenant, on a 2-3 dealers à la con, on n'a pas le moyen, on n'a pas la tête de réseau. Et la tête de réseau, quand ils commencent à gratter, je spoil pas le plus, mais en fait, ils ont une vraie structure et tout. Enfin, ils se prennent la tête, puis il y a des gens qui sont dedans, mais tu sens que c'est des tronches, il y en a, ils sont teubés, il y en a, ils sont dans la survie, ils te montrent la vie dure des mecs qui sont dans le deal et qui sont habitués à pas avoir d'oseille, ils en ont, ils claquent n'importe comment. Et puis tu as Stringer Bell qui est quasiment le premier gros rôle de Idris Elba. Okay. Son rôle, il est ouf parce qu'en fait, lui, c'est l'homme de main de la tête de réseau. Okay. Et le mec, lui, il est dans le business. Il est dans le business. Et en fait, lui, il pourrait être vendeur de piscine. Ce serait pareil. Donc lui, c'est juste... Et puis à un moment donné, t'as le flic qui le suit parce qu'il sait que lui, il est dedans et tout. Il le suit. Mais où il va. Puis après, tu le vois. Il est à l'université municipale de Baltimore. Donc il rentre dedans, il suit. Et il voit que le Stringer Bell, donc le numéro 2 du deal là, en fait, il est dans un cours one-on-one, macroéconomie locale, business et tout. Et donc, il pose trop de questions. Il dit, ah ouais, mais si j'ai un produit, mais j'arrive à saturation de la demande et tout. Et en fait, lui, il teste Deveco avec son finalement, il pourrait peut-être être insoumis. Non. Et en fait, il n'est pas assez islamo-gauchiste. Pour dire qu'en fait, t'as des personnages vraiment méchants. Et en fait, tu te dis, ouais, mais ils ont une vie de bâtard et tout. C'est pas, ils sont méchants. Tu vois, un peu comme le syndrome Magneto. On te les présente pas comme des méchants. Oui. C'est des mecs qui survivent, qui sont galères. En fait, moi j'avais regardé le début. Moi, j'ai regardé le début. Et c'est ce que j'avais vraiment trouvé cool. C'est le côté. On attache autant d'importance aux flics qu'aux voyous. Et on t'explique autant la backstory des flics et des voyous. Ce qui veut dire que les deux sont à la fois attachants. Et tu comprends la trajectoire des uns des autres. Les flics ne sont pas idéalisés comme étant des sauveurs ou comme ceci, cela. Il y a des connards dedans. Il y a des connards, il y a des ripoux, il y a des... Il y a des gros nazes aussi. Il y a des gros nazes. Oui, c'est ça aussi, ça me fait marrer. Ça. T'en as vraiment des nazes. T'en as vraiment un, c'est un naze. Ah, c'est le blanc. Ah, mais c'est... Ah, il est teubé, lui. Mais en vrai, c'est cool aussi parce que justement, t'as ce côté-là très réel. Et chez les petits jeunes du quartier qui sont... T'as des teubés, t'as des grenasses, t'as les mecs qui ont des capacités de ouf, mais en fait, ils ont grandi là, donc pas de bol, et ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent dans l'environnement qu'ils connaissent. Et moi, je me suis arrêté là. Ouais, mais t'as ce truc-là quand même de... T'as le teubé qui a rien compris à ce qu'on lui demande. Le mec, on lui demande ça. Il suffirait d'un brin de cogite pour comprendre qu'il faut juste faire le 2-3. T'as le binôme des deux sergents, là. T'as un Renoir et un Blanc. Oui. En fait, le Renoir, c'est genre, tu sais que lui, même s'il est un peu détente, il est carré, truc, il va passer son concours. Je crois qu'il l'a et tout. Et son coéquipier, c'est un Blanc. Il est con sa mère. C'est débile. Genre, on lui a demandé de faire un truc, il l'a fait. Mais du coup, t'as pas fait la suite ou t'as pas fait l'avant ou il est incapable de s'adapter. Après, il est débile. Mais dedans, t'as la troisième sergente, là, en fait, c'est une meuf tismée lesbienne. Ah, je m'en souviens. Donc déjà à l'époque, parce que ça fait c'est vieux, 20 piges. Oh là, oui. T'as déjà une fliquette tismée lesbienne. Déjà, je dis pas c'est du wokisme à la Netflix. Non, parce que à l'époque, c'était différent à l'époque. Ah, c'était précurseur. T'as le problème. Et en fait, t'as vraiment les gens, enfin, les keufs d'un côté, les dealers de l'autre. Mais t'as deux espèces de satellites là qui tournent dedans. C'est Bubbles, qui est l'indique cocaïnomane qui est dans la rue, qui est en fait l'indique de la sergente lesbienne. Ouais. Et tu suis son parcours. En fait, c'est 2002-2008, voilà. c'est vieux. Mais c'est un parcours de craqué de la rue, ouais. Tu vois, qui est dans la débrouille, qui fait son truc. Mais en fait, ils développent le personnage suffisamment pour qu'il te montre que finalement, qu'est-ce que c'est la réalité de la dépendance au crack, la durée de vie d'un mec dans la rue qui finalement se fait plomber, ou tu crèves d'overdose, ou tu es obligé de faire des trucs de ouf pour trouver de l'oseille pour choper ta dose, et souvent, une fois sur deux, tu te fais plomber. Donc, tu as ce parcours-là qui est intéressant.
Donc ça, c'est lui, Aiden. Ah putain, je me souviens. Ouais, c'est le maire de la. Mais ça doit être dans saison 3 ou 4 qui se pointe, lui. Oui, saison 5. Voilà, là, il est dans la saison 5, mais. Et le dernier personnage foufou, c'est Kate Williams, là. Que tu vas voir juste en bas, là. Attends, ça, non, là, tu sais, le genre de c'est la connexion internet. C'est le Renoir avec une balafre comme ça, là. Et je te dis, j'ai regardé la saison. Mort, non, mais tu l'as vu. En fait. Il est iconique dans la série. C'est Omar. Ah, Omar, ça me parle. Omar, mec. Omar, c'est ni un keuf. Idriss, il est dans le dès la première. Ouais, c'est Stinger Bell, c'est lui le mec qui va faire de la macroéconomie et tout. Il faut vraiment genre. Et qui sait qu'il a besoin de faire des trucs. Ah, mais en même temps, le truc, c'est que les photos ont été mises à jour et depuis, ça fait 10 piges, ça se voit pas. Lui, je l'aime bien aussi, cet acteur. Lui, là, celui que tu montes là, il y a une scène légendaire. Après, légendaire, vraiment légendaire, parce qu'il y a des scènes, c'est sympa, mais la scène légendaire où t'as lui et McNulty, donc irlandais, là, qui est alcoolo, là, whisky, là. Un bête de sergent, mais alors humainement une merde. Ouais, je pense une merde. Et puis la tease cata. Hein. Et en fait, ils ont une scène où ils vont refaire une analyse d'une scène de meurtre. Et ils rentrent dans une pièce. Et la scène, elle doit durer, franchement, 4 minutes, 5 minutes. Ouais. Et ils ne disent rien d'autre qu'en VO, fuck. Ah ouais. Et en VF, c'est putain. Et en fait, pendant 5 minutes, ils ne disent que putain. En VF, putain. Et mais pas un putain, mais des putains avec des intonations où tu sens que tu sais que le putain il veut dire un truc. En fait, cette scène elle est légendaire parce qu'en fait ils disent que putain. Et en fait, ça transmet énormément d'infos, de messages. Et ils sont en train de refaire le schéma. Ils prennent la meuf et ils voient bien que la meuf elle fait 5 pouces et 10. Donc ils se mettent à hauteur à 5 pouces et 10. L'autre elle a pris une balle là et là. Donc il se met là, il met par rapport au trou de la balle qu'il y a eu dans la photo, il se met là, il prend un fil, il se met là, il sort, il fait putain. J'adore quand tu fais tes positions comme ça, c'est très. Putain. Et en fait, l'autre, il fait que ça. Bon, bref, c'est légendaire. Et non, le personnage de Omar est incroyable parce que en fait, en effet, les flics, les dealers, t'as Bubbles le craqué qui est finalement un indique et que tu le suis. Et Omar, c'est une folie parce que Omar, c'est un mec qui dépouille les dealers. Et en plus, il est gay. Mais gay, en plus, pas. Ils ont une ou deux scènes où il s'embrasse avec son mec au début. Mais ce qui se passe, c'est que il n'a pas le temps, lui. Il dépouille, il va dans les trucs, il fusil à pompe, vas-y, donne. Et tu sais que si tu dis non, t'es mort. Rien à foutre, il te plombe. Il te plombe et en plus il prend l'oseille le truc. Donc les mecs finissent par dire vas-y c'est bon truc, il donne. Et la tête de réseau veut le buter. Et en fait il bute son mec. Ah. Et là derrière après c'est personnel quoi. Oui. Et en fait sa relation elle était hyper avant-gardiste aussi parce que t'as un Renoir street qui dépouille des dealers mais qui est quand même caillera sa mère. Parce qu'il a une dégaine, il a un fusil à pompe, et tu l'embrouilles, il te plombe, il s'en bat les couilles et tout. Et en fait, tu te dis, putain, mais il va avoir une espèce de virage un peu Kaira, un peu Ronin, où à la fin, il va se faire plomber. Et en fait, il finit par bosser avec les keufs, par vengeance, pour buter l'autre. Ouais. Et en fait, ils veulent le coincer, et tu as une scène, pareil, légendaire, où il va témoigner au tribunal. Et en fait, il dit, ouais, mais tu dois avoir un code d'honneur, quoi. Oui. Et au-delà du truc d'aller balancer, parce qu'il dit très bien, moi je suis pas une balance, à un moment donné, quand le mec bute son copain et ça devient perso. Pour le code d'honneur, il prend une douille, quoi. Mais la relation qu'il a avec les flics, elle est particulière aussi. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'en fait, c'est pas manichéen, les blancs, les gentils, les méchants, trucs. Et ils ont le temps de développer les personnages. Il y en a pas des masses. Et non, c'est ça que j'avais trouvé cool par contre aussi, c'est que t'es pas assommé de personnages. Voilà. Tu vois, par exemple, je sais que Lost, t'en as pas tant que ça. Parce que Lost, il séquence petit à petit. Et t'en as quand même. Hein. Quand tu regardes des saisons, ils te rajoutent 5-6 personnages par saison. Moi, ils en plombent. Ouais, et Lost, tu vois, rapidement, il y avait un peu trop de personnages. T'es en mode, The Wire, c'est pas ça qui m'a. Moi, c'est juste avant les enquêtes, j'ai fini par rapport. Bref, la vie, quoi. Ouais, après, t'as le. Ouais. Bon, je propose qu'on passe aux vues ou pas, ou en vrai. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on l'a le vu, je sais pas, mais on va parler de Tondelier parce que c'est ça me tente. C'est le seul truc gaulerie. On passe sur Tondelier. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre là? Moi, j'ai juste mis Tondelier. Ouais, mais c'est juste parce que moi, je tourne en rond en termes de série.
Et puis, ouais, alors moi, les séries, qu'est-ce que. Parce que tu m'as parlé d'Arcane, mais je me suis pas. Ah oui, Arcane, moi je me suis fumé Arcane, moi j'adore. Je me suis On en a déjà parlé, je crois, la dernière fois, mais j'adore Arcane. Je me suis revu Brooklyn Nine-Nine parce que j'adore ce truc un peu potache, un peu bébé. Ma série en ce moment, c'est beaucoup d'Annie Raz quand même. Hein. Et Cassandre, en fait, chaque fois quand je me connecte, ils sont en live. Mais comme on fait beaucoup de Popol. Ouais, faire autre chose quoi. Des fois, ça me prend la tête. Bon, là, je suis un peu. J'ai replongé dans Football Manager. Moi, c'est pas les séries, moi, c'est jouer à l'ordi. Moi, c'est. J'essaye de faire les deux. Mais là, je me suis mis au jeu des tableurs Excel, c'est-à-dire AK Victoria 3. Et tu connais pas? Là, tu m'as dit tableur Excel. Jeu plus tableur Excel. Ah, je te jure que c'est que ça. Même Julien, il est en mode. Ah non, même Julien, il était pas fan. Julien, ça va? Non, Julien, à ton aise. Ah oui. Même lui, qui pourtant est un grand fanat des tableurs Excel. Franchement. Non, en fait, Victoria, en gros, l'idée, c'est que tu ne gères pas le pays, tu ne gères que l'économie. Ok. Tu as vraiment la main que sur l'économie, et après, tu gères le pays, mais tu dois faire les gouvernements en fonction des votes, et tu n'as pas la main sur les votes des gens. Et tu peux passer des lois. Le vote des gens, du coup, influe des conséquences des choix économiques que tu fais. Exactement. Et donc là, je suis dans une run où je vais essayer de transformer les États-Unis en pays anarchiste, au minimum communiste, voire anarchiste si j'arrive. Et en vrai. Mais c'était parti au long cours. Ah ouais. Combien de temps une partie ? Ça dure 100 ans. La partie se fait sur 100 ans. Ah, la partie, je sais pas, 30, 40, 50, 60 heures, j'en sais rien. Ah, okay. Faut pas compter. C'est le plaisir, plus ça dure. Mais moi, je compte parce qu'en fait, je suis. Mais ça, c'est les gens quand j'ai du temps. Et quand j'ai moins de temps, c'est jouer à Legends of Runeterra. C'est le jeu de cartes qui est basé sur l'univers de League of Legends. Donc le même univers que Arcane. Moi, j'ai joué à League of Legends il y a 15 ans. Oui, j'ai joué un mois, j'ai fait. Ouais. Bah, t'as sauvé ta vie. Football Manager. Ah non, en fait, non, t'as pas sauvé ta vie. Ça pas sauvé ta vie. Si au moins t'es pas tombé dans la rage. Ouais, j'ai dit, League of Legends. Après, c'est caricatural de dire que le jeu ne fait que rager les gens et énerve les gens, mais c'est vrai que. Bah, en fait, je pense que chacun va chercher finalement dans les jeux ce qui le stimule. Moi, ce qui me stimule, c'est les jeux de simulation. De préférence pas en temps réel. Tu vois, je me suis buté pendant 5 ans, il y a une vingtaine d'années sur Travian. Le problème de Travian, c'est que t'es en temps réel. Oui. Donc si tu veux jouer correctement et pas avoir des moments déceptifs où tu t'es fait sauter 3 villages et tu t'es fait raser et trucs et machin bidule et tu fais vas-y, j'ai passé 10 heures. Juste parce que j'étais pas là au bon moment, j'avais pas le temps. Juste parce que j'ai dormi. Parce que à l'époque, j'ai même pas fait une chouille, hein, j'ai juste dormi. Ouais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le droit multi-compte et tout. Et genre, tu dormais, tu faisais ah ouais, truc et tout. T'es obligé d'anticiper, de faire des trucs pour aller te coucher tant d'heures et tout. Moi, je jouais un jeu, c'était O-Game. C'était mais la même chose, mais en spatial, en gros. C'était gros. Ah, mais tu vois le délire. Ouais. T'envoyais tes flottes à 10% de vitesse pour pas se les faire péter sur le trajet. Comme ça, personne ne restait pas attaqué. Après, tu dis, normalement, je vais me lever à 9h. Donc, 10h, j'ai un trou, faut que ça revienne un peu. Non, mais je faisais ça. Et c'est parce que j'étais coach à l'époque et j'avais que ça à foutre entre 22h et 13h du matin. Mais non, moi c'est Football Manager. Parce que Football Manager, finalement, tu peux t'amuser à faire une partie courte en disant ouais, vas-y, je joue un an. En fait, moi je bombarde vite et je peux faire une saison en pas 24 heures parce que je pionce, mais vraiment une journée de jeu. Ouais, je suis même pas sûr que j'arrive à un an parce que vu que je me bute sur les mercatos. Sur les réglages et tout. Non, je pense qu'en un jour et demi, je peux jouer une saison. Mais en fait, ce que j'aime bien avec Football Manager, c'est que c'est de la pure simulation. Ouais. Toi, tu as essayé, tu as bien capté. Non, il y a trop. Là, soit il faut que je vienne à côté de toi et que je t'explique que si tu déplaces ce curseur sur ça, alors ouais, tu vas gagner à court terme sur ça, mais à long terme, tu vas perdre sur ça. Et puis si tu compenses pas avec truc, enfin c'est pas accessible. Enfin, c'est difficile. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Pas accessible. Moi, je sais que les jeux, en général, j'ai toujours 2 jeux. Je joue à toujours 2 jeux en même temps. Il y a le jeu de quand j'ai le temps. Genre là, c'est Victoria parce que c'est des parties qui sont longues et quand je m'installe, c'est pour m'installer pour 3 quarts d'heure, 1 heure, 2 heures, plus de 3 quarts d'heure. Ouais, t'es plus sur une durée de vie d'une partie de Age of Empires, quoi. Ah oui, c'est ça. De 2-3 heures, mais à 2-3 heures, tu sais que. J'aurais pas fini ma partie, mais j'aurais avancé suffisamment, j'aurais fait suffisamment de choses, j'aurais accompli suffisamment de choses pour que je sois content. Mais tu sais que c'est long. Ouais. Mais tu sais qu'il y a une fin. Victoria. Non, mais je veux dire, si tu fais tu vois, Football Manager, t'as envie de jouer, il n'y a pas de fin. Hein. Oui, non, mais Victoria, t'as une fin au bout de 100 heures, mais t'as une fin, mais tu t'y arrives pas. En vrai, t'arrives rarement. Mais je sais que je vais être capable de faire suffisamment de choses agréables. C'est comme Football Manager. Victoria, pour moi, c'est comme Football Manager. Je sais que je vais arriver à faire suffisamment de choses. Ok, là c'est bon, j'ai assez joué. Bon, en vrai, oui, je vois. Il est 2h du match, je suis claqué, je fais de la merde. Ça me parle. Mais j'ai un autre jeu. Là, je vais jusqu'au mercato. Ouais, voilà. Mais je fais pas le mercato parce que sinon, je vais pas. Ça, c'est les jeux One More Turn.
C'est les jeux tour par tour, c'est genre, ouais, Civilization, genre, allez, un tour de plus. Ah ouais, putain, c'est ça. Et tu t'es retrouvé. Je l'ai mis sur mon téléphone, j'y ai joué, franchement, 2 jours, 3 jours. Je te l'ai dit en plus. Je captais rien, je me dis, attends, c'est chelou et tout. Tu sais, mais moi, je suis un bourrin en fait sur ces jeux-là, donc je développe tous les trucs. Et je passe mon temps finalement à développer des trucs. Et je finis, j'ai tout développé et j'ai pas gagné. Pourquoi? Et même, j'ai tout développé, j'ai perdu. Et l'autre que je lui ai marbré la gueule, il gagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Victoire religieuse. Alors, attends, comment ça la religion c'était... Ouais, et là, j'ai passé 3 heures à faire une partie. Et je fais. Wesh, ça m'a pris 3 heures pour me faire marbrer la gueule par un mec victoire religieuse. Ouh, je l'ai pas vu venir. Je sais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Moi, j'étais à Age of Empires. Hein. C'est Age of Empires, je t'ai rasé ta race. Et j'ai gagné. Où j'ai buté ton roi. Alors en fait. Et là, en fait, non. Non, t'as plusieurs victoires, il faut faire gaffe à tout et pas se faire baiser. Je me suis dit, ouais, les touristes, t'as la victoire culturelle. J'ai laissé tomber. Ouais, bah voilà. Parce que je me suis dit. Alors donc tu peux gagner de 5 façons différentes. Waouh, non. Oui, alors moi quand je joue en général, je me dis ouais, je vais faire la victoire. Je la vise, une victoire. Ça se finit par, putain, j'ai du mal. Ok, on va prendre l'armée. Ouais. On va raser les villes de l'autre, comme ça au moins je vais l'avoir. Ma victoire culturelle, je vais l'avoir parce que j'aurais rasé toutes les autres villes. Ah ouais, mais donc j'ai ces jeux-là, longs. Ouais, ça c'est quand vraiment je vais décider de cramer ma nuit. Ou tu sais, Nolwenn n'est pas là, je bosse. Genre typiquement week-end où je bosse. Nolwenn part avec les gars à Douarn. Je suis en mode vas-y, quand elle est pas là, je rentre chez moi, je fais une partie de 4 heures. C'est ça. Et après j'ai les jeux. Toujours, j'en ai 3 ou 4 où en fait c'est des jeux beaucoup plus courts, genre typiquement Legend of Ruta, c'est des card games, donc en fait genre je fais une partie, je peux m'arrêter, c'est bon, tu vois, j'ai fait ma card game, ça m'a duré 10-15 minutes. Ouais, alors que moi j'ai très bien, ça me va, je vais pas aller plus loin, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai qu'une demi-heure devant moi, je vais faire ça, ça va être très bien, je vais faire une ou deux games et puis ça ira. J'alterne toujours, je suis toujours sur deux plateaux. Ouais, moi je suis football manager. J'adore les deck building, je me fume à ces trucs là. Deck building? Ouais, c'est le principe d'avoir. Tu commences avec un jeu de cartes neutre, basique, et après tu vas ajouter, supprimer des cartes, modifier en fonction des événements, des machins, des trucs. T'as un parcours de jeu. En fait, t'as un parcours. Exemple, jeu connu? Il n'y a pas. Un jeu où il n'y a pas d'exemple. C'est un jeu de cartes. C'est un style de jeu de deck building. T'as des cartes et tu. C'est que sur ordi, je crois pas que t'aies deck building sur. Si t'as des jeux de plateau de deck building, mais c'est pas très répandu. Mais tu vas petit à petit ajouter des cartes. En fait, t'as un chemin. Le plus connu, le premier qui a vraiment explosé, c'est Spire, The Spire. Bon, vas-y, 99% de chances que je connaisse pas de toute façon. Mais comme c'est un truc que je connais pas. Non, c'est pas Spire. Putain, c'est comment déjà? Mais bon, moi je suis trop matrixé par Football Manager. Et moins des chances, des fois je Slay the Spire, voilà. Slay the Spire. Moi, l'avantage, c'est que des fois j'en ai ras le cul de Follow Manager, donc je fais des pauses. Ça, c'est le plus connu, Slay the Spire. C'est celui qui a vraiment explosé le concept. En gros, Slay the Spire, tu alternes entre des moments où tu as. Alors, non, je vais le passer entre. Hop. Tu alternes des moments où tu as ça, tu as cette partie-là, là. Donc, cette partie-là, en gros, tu as un chemin. Attends, est-ce que je peux avoir plus grand? Tu as différents chemins. À toi de choisir quel chemin tu vas prendre. Donc, tu as vraiment une stratégie parce que tu as des combats, des fois, tu as des. Ah, ça me fait penser à. Star Wars eSport sur le téléphone Galaxy machin où tu as en effet des phases comme ça avec finalement des parcours avec ça c'est ce qu'on appelle des roguelites. Ça c'est la partie roguelite. Et du coup il faut que tu aies des cartes pour ça c'est la partie roguelite où en fait à chaque fois ça change. Et après tu as la partie donc ça c'est la partie où tu te développes, tu peux choper des objets tout ça. Et après, tu as la partie. C'est un nom, ça. Tu as des oppositions, il faut que tu upgrades des cartes pour te préparer au combat suivant. C'est exactement ça. Et après, tu as les phases de combat avec ton deck que tu as pu améliorer, pas améliorer. Et après, tu as des cartes et tu gères. C'est ça. Et c'est Slay the Spire qui a fait exploser la formule. T'as deux qui viennent de sortir d'ailleurs. La config. Pas carte, parce que c'était pas ça, mais la config parce qu'en fait, tu remplaces les cartes par des combattants. Après, t'as eu plein de déclinaisons après de principe, mais c'est un card game en général quand même. Ouais. C'est un mélange de roguelike et de card game où tu construis ton deck. Et moi, j'adore. Je suis un grand fan. Et il faut connaître faut connaître les mobs, leurs points forts, leurs points faibles, comment tu t'y prends. Ça veut dire que pour commencer à être bon, faut maîtriser donc non pas ton deck, mais les cartes
et avec leurs points forts, leurs points faibles et les combinaisons. Ouais. Et c'était un peu comme LoL, où en fait, il faut que tu aies des guérisseurs, des boucliers, des tanks, des machins bidules. Et tu dis, oui, j'ai pas de tank, nique sa mère. Bah, après, tu comprends pourquoi le mec en face, il a un tank. Ouais, après, le truc, c'est que tu je caricature. Oui, entièrement d'accord. Ah, d'accord. Donc, en fait, il faut quand même que j'ai un tank. Ah, ouais, mais du coup, j'enlève quoi? Ah, ouais, je vais mettre. Je mets que des attaquants. Ah, ouais, mais alors, j'ai plus de points de vie. Typiquement, tu vois, tous mes attaquants. Mais tu vois, les jeux étant ce qu'ils sont, il y a comme une grosse évolution des jeux, par exemple, entre les années 80, les années 2000. Il y a une évolution des jeux au fur et à mesure. Et. Pas que graphique. Non, clairement pas, même dans le gameplay. Et le gameplay des années 2000-2010, c'était quand même un gameplay très rude où vas-y, nique ta mère, démerde-toi. Les jeux, c'était vas-y, débrouille-toi et apprends sur le tas. Ça a énormément changé. Bon, allez, tu prends la série des Elder Scrolls, qui est Morrowind, Oblivion. Oblivion, ça me dit un truc. Morrowind, Oblivion et surtout Skyrim. Ouais, d'accord, non, t'as pas. Non, Baldur's Gate, même les Baldur's Gate, typiquement, qui a un jeu qui a. Typiquement, Baldur's Gate, qui a un énorme jeu, Baldur's Gate 3, qui est sorti l'année dernière, 2024, ouais, c'est ça, 2023, qui a explosé. Dans la prise en main, c'est plus. Et il est dur à prendre en main. T'as vraiment la grosse évolution, c'est que la prise en main du jeu est beaucoup plus simple, parce que les joueurs sont beaucoup plus casual gamer. Donc en fait, ils viennent jouer vite fait, ils picorent le jeu beaucoup plus. Donc il faut beaucoup plus accompagner les gens. Et typiquement, dans les card games tel que toi tu le décris, faut tout connaître. Là, maintenant, dans les card games comme là auquel moi je joue, Legend of Runeterra, t'as vraiment ce truc de. En fait, tu choisis pas tes cartes du début. C'est celle-là. Ouais. T'y vas. Et après, bah oui, faut petit à petit, t'apprends les effets, des cartes, des machins, des trucs, des pouvoirs, des machins. T'apprends. Mon cerveau est trop matrixé parce que je traduis ce que tu me racontes en Football Manager. Mais non, t'as pas. Bah si. Oui, mais tu vois, typiquement Football Manager, c'est un jeu qui est resté sur à l'ancienne en mode vas-y, nique ta mère, démerde-toi. Ouais. C'est un enfer. En fait, le didacticiel, il est éclaté. Ouais. Mais un didacticiel très moderne, par exemple, qu'il pourrait y avoir pour Football Manager, ils font la refonte, mais je sais pas quand ça va sortir. Ils sont censés refondre quasiment tout le truc. Donc, un système moderne, ce serait un système qui, sur le didacticiel, ce serait sur une saison complète. Et en fait, on te débloquerait petit à petit les mécaniques de gameplay pour que tu puisses vraiment les appréhender. Ça, ce serait un truc beaucoup plus méta, beaucoup plus moderne. L'avantage sur... Désolé, je pourrais parler de Football Manager des heures. Ouais, n'hésite pas. Peut-être faire un stream sur ça. Mais tu vois, Football Manager, sport interactif, par exemple, ils sont très en demande des retours. Machin. Je sais que si tu envoies un mail en disant ce truc-là, c'est dommage, ils peuvent le corriger, ils peuvent prendre les modifs en compte. Mais j'y ai pensé en effet parce que je dois être à... J'ose même pas regarder sur Steam le nombre d'heures que j'ai passé sur 2024, parce que j'y passe vraiment du temps. Et je découvre toujours des trucs. Mais ouais, j'ai pensé à la même chose parce qu'en fait, tu coaches, pas en didacticiel, mais je veux dire, moi, c'est le truc de plus tu vas jouer, plus que tu puisses développer des délégations que tu n'as pas. Typiquement, quand j'ai joué, le premier jeu, c'était Championship Manager. Non, l'entraîneur, j'ai joué, ça devait être en 96 ou 97. Mais c'était une vieille mouture. Mais la mouture, c'est que tu avais en effet l'aspect coaching, entraînement, recrutement, bidule, match, machin. Mais tu avais toute la partie business, ton stade, agrandir ton stade, changer les prix des billets, changer les prix de la bouffe. Mettre des trucs, des animations, machin. Tu pouvais garder la main sur l'aspect vraiment économique. Et ce que je trouve dommage dans Football Manager, c'est que en fait, t'es pas vraiment entraîneur parce que finalement, tu décides quasiment de tout le plan sportif de ton club, mais tu peux pas avoir la main sur la partie financière. Ah bah t'es un entraîneur du coup. Et en fait, c'est un peu dommage. Ah bah ça. Parce que en fait, t'es bloqué. Tu peux décider de faire, de tout déléguer. L'avantage, c'est ça, c'est que Football Manager, tu peux t'amuser à dire. Moi, le recrutement The Bee, même si c'est un peu le plaisir des gens, mais je vais gérer l'entraînement moi-même, je vais gérer la tactique moi-même et je vais coacher les matchs moi-même. Tu es vraiment pur entraîneur de base. Tu t'amuses même pas à recruter, tu peux déléguer le recrutement de ton staff et tout, et tu fais que ça. Comme tu peux dire, ouais, les entraînements, c'est casse-bonbon, je vais juste coacher le week-end, mais je vais recruter le staff que je vais mettre en délégation. Ou bien tu peux dire, là, il y a des streamers, ils décident de se mettre en mode purement directeur sportif, c'est-à-dire qu'ils sous-traitent tout. D'accord. Ils bombardent, ils vont vite, parce que du coup, ils sous-traitent tout. Donc en fait, ils peuvent même faire partir en vacances, tellement ils s'en battent les couilles et tu peux simuler très vite. Mais tu décides de tout sous-traiter et tu es directeur sportif. Mais tu peux pas il n'y a pas un moment où tu peux devenir président. Ouais. Et que tu deviennes président en disant j'ai vendu
pour, je dis des trucs comme ça, j'ai vendu pour 200 millions de joueurs en valeur marchande. J'ai pas envie de recruter 200 millions, mais j'ai envie d'investir dans un nouveau stade ou dans un nouveau centre d'entraînement et j'ai envie de mettre tout le curseur dans l'investissement ou dans la valorisation de ton bien ou de mettre en bourse ou en fait des trucs que tu peux faire que si t'es président actionnaire. Ben ça, je trouve ça dommage. Je trouve que tu pourrais débloquer des trucs. Tu vois, tu pourrais commencer en disant tu commences coach sans diplôme. Parce qu'en fait, tu peux paramétrer tes diplômes, tu commences sans diplôme. Bah, peut-être que le club qui t'embauche, il te fait miskin, fais déjà les matchs. Fais déjà les matchs, les entraînements. Va pas me casser les coups sur le recrutement, tu as un directeur sportif. Tu vois, et en fait, plus tu avances, plus finalement tu passes tes diplômes, tu as quelques résultats, plus tu peux commencer à avoir un peu plus de latitude. Le problème, c'est que les parties sont trop longues pour faire ce genre de choses. C'est le problème. C'est comme Civilisation. En fait, tous les jeux où une partie, c'est extrêmement long, tu peux pas t'amuser à faire ça parce qu'en fait, jamais personne va aller jusqu'au bout. En fait. Tu vas avoir une minorité qui va aller jusqu'au bout. En fait, le problème, c'est que ça. C'est que pour les oufs comme moi qui poncent, mais je ponce pas au point de faire des parties en 15 ans. Mon frère, il pousse un peu plus que moi. En général, au bout de 5 ans, j'en ai plein le cul de la partie. Mais te dire, pour les gens qui commencent, d'avoir un vrai didacticiel où il t'accompagne pendant un mois, ou qui te donne vraiment des infos de tu vas sous-traiter la partie entraînement, mais sauf que le mec qui sous-traite, il va pas faire les réglages qui vont bien. Je sais pas, je dire une connerie. Tu as un attaquant pivot qui a normalement une masse qui met des coups de physique à tout le monde et qui dévie truc de la tête et tu le fais travailler le jeu au pied. Sur ses points forts, il va pas être assez. Il va pas progresser, alors que toi, il faudrait que tu le fasses travailler sur les coups de tête, la muscu, le truc, machin. Et en fait, c'est ça qu'on devrait t'expliquer, c'est que le temps que tu perds à faire les réglages pendant, franchement, moi, je perds 1 heure quasiment en début de partie à faire tous les réglages. Mais je sais qu'après, je m'en occupe pas. Mais les gars, ils vont pas. Tu vois, j'ai un gardien, je sais pas, je dis une connerie, j'ai un gardien qui est bon en arrêt réflexe. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il soit bon au dégagement long? Dans mon jeu, je demande à relancer court avec les défenseurs. Non, mais fais pas travailler le gars à des grands dégagements. Oui. Donc en fait, le temps que tu vas perdre à faire ça, en fait, tu vas pas être dans l'assimilation. Mais te dire, je commence, j'ai envie juste de kiffer, d'aller vite et de pas me prendre la tête avec les conférences de presse avant, après, pendant, dessus. Tu sais que on t'explique. Enfin voilà, c'est le truc de rendre le truc accessible pour ceux qui commencent. Et pour les bourrins comme moi, de me dire, moi, mon kiff, c'est de... Mais c'est une vraie problématique dans les jeux, je pense, et t'es pas le seul. Tu vois, c'est aussi une des grosses différences avec les jeux des années 90, où en fait, la partie bêta-test, la partie test auprès du grand public, était pas très... Et c'est là où tu arrives avec des échecs industriels monumentaux, parce que le retour utilisateur, il est catastrophique. C'est des gros changements, et notamment avec le fait d'avoir l'accès à Internet. Pourquoi est-ce que tous les jeux, maintenant, les jeux te demandent d'avoir accès à toutes tes données? C'est pas pour faire de la revente. C'est qu'en fait, derrière, tout est réutilisé de ouf. Par exemple, Slay the Spire, ils l'ont énormément utilisé pour pouvoir calibrer exactement comme ils voulaient le nombre de PV de chaque boss, les dégâts des armes. C'est le côté positif de tes cookies, quoi. Ouais, typiquement. Et dans les jeux, c'est full ça. Dans tous les jeux, c'est que ça. Ce qui te permet d'avoir un retour d'utilisateur qui est infiniment plus ouf qu'avant. Et genre, tu te rends compte que tel objet, il est surutilisé parce qu'en fait, il est surcraqué. Bon, tu vas peut-être pouvoir un peu le doser. Et c'est là où l'avantage de Football Manager, il te siphonne toutes tes données parce que justement, il voit à quel moment les joueurs arrêtent de jouer, quand est-ce que les gens continuent, qu'est-ce qui fait que ça stimule. C'est intéressant, les durées de partie, parce qu'en général, soit tu commences et tu dis c'est trop long, tu vas jouer 1 heure ou 2 et tu vas jouer 3-4 matchs et tu vas faire c'est bon, prends la tête. Ouais. Soit en général les gens ils vont jusqu'au bout de la première saison. Ouais. Je pense que des gens comme moi je change tout le temps, mais en fait souvent je vais jouer 3 ans. Et t'es déjà sur une partie qui a duré pour moi quasiment 1 semaine. Après tu commences à être dans un autre cycle de... En fait, c'est là où moi j'ai du mal, c'est en ce moment, je cherche je sais pas comment formuler ça. Je cherche des parties compliquées
mais pas injouable parce que sinon c'est vraiment pète couille. Genre, putain, je vais en deuxième division suisse, je prends l'équipe de Liechtenstein qui est dans la deuxième division suisse. Je peux pas jouer la Ligue des Champions, mais je me qualifie automatiquement pour la troisième Coupe d'Europe. Mais je peux recruter que des joueurs du Liechtenstein. J'ai un stade de 5000 places et j'ai pas d'oseille et je peux pas payer des salaires. C'est bourbier de ouf. Donc souvent, je cherche une partie où je me dis, je vais kiffer, où je vais arriver en rythme de croisière au bout de 3 ans ou 4 ans, histoire de pouvoir faire des parties qui durent un peu plus, ou chercher des trucs qui vont me faire des parties un peu plus longues, tu vois. Et je suis un peu sur ça en ce moment, tu vois. Ouais. Alors tu vois, typiquement, là, j'ai été tapé, donc c'est ChatGPT. Et je pense qu'en fait, t'as pas des masses de données, mais de ce qui ressort, au final, ce qui ressort, c'est l'utilisation sur les forums. C'est qu'en gros, les casual gamers, c'est 3-5 saisons, les fans réguliers, c'est 8-15 saisons, et les hardcore players, c'est 20-30 saisons. Ouais. La durée de partie. La durée de partie, c'est ça. Ah, c'est chaud. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, et après on arrête de parler de ça parce que je te jure, je parlais de ça. On va peut-être même pouvoir clôturer la soirée. On va juste parler de Tourdelier histoire de faire un truc sujet politique un peu sérieux. Allez. Mais tu vois, de 0 à 3 ans, c'est en gros, tu commences ta partie, tu as un budget transfert, tu t'amuses à claquer ton budget transfert parce que tu n'en as rien à foutre, truc. Tu vas faire ta première saison, tu vas faire peu importe, tu vas pas te faire virer au bout d'un an, sauf si tu as le PSG et que tu es 8e, je pense que tu te fais tège très vite, mais sinon, il n'y a pas de... En général, tu n'as pas des clubs où le président, c'est un cinglé, et comme Nantes, Kita par exemple, ou Naples, De Laurentiis, où on dit ouais, ce serait bien que tu joues avec des champions et tu es 8e. Quand tu commences à avoir ton nom dans les sièges éjectables, là, ta partie elle va très vite se terminer. Mais sinon, tu finis la première saison, ils te disent ouais, content, pas content. La deuxième saison, ça part, sauf si tu es encore cata, ça commence à chauffer. Mais sinon, en général, au bout de 3 ans, à la fin de ton contrat, l'impact de tes dépenses n'impacte pas encore réellement ton bilan comptable de ton club. Donc en fait, tu as une partie comme ça, tu n'as pas le temps de vraiment travailler tes tout petits minots qui arrivent à 15-16 ans, parce que pour qu'ils commencent à t'apporter, il faut qu'ils aient 19, 20, 21, 22. Donc c'est. Pour faire des parties au moins sur. Tu te rapproches des 5 centre de formation, t'en bats les couilles. Oui. Tes joueurs, tu peux t'amuser à les vendre bidule, mais en fait, tu vas faire de l'oseille, mais tu vas pouvoir. Sauf si tu as envie de t'amuser à claquer des budgets transferts, mais t'es parti de 3 ans. C'est à peu près ça. Ça, c'est vraiment juste pour gérer un petit club. Si tu veux commencer à faire une partie de 4, 5, 6 ans, donc sur un. Généralement, en fait, c'est pour les gros. En fait, si tu prends un gros club, tu vas faire moins de saisons que si tu fais des petits clubs où là, enfin, un petit club. T'as plus d'intérêt, quoi. En fait, c'est des cycles. Tu fais un cycle de 3 ans, ta partie, tu dis ouais, j'ai déjà mon staff, j'ai mon truc, tu fais 3 ans. Mais si tu veux commencer à faire un cycle de genre 4, 5, 6 ans, ton centre de formation, tu es obligé de t'en occuper, de mettre un peu des jeunes, de suivre un peu le truc, de les développer, parce que tu sais que c'est eux qui, dans ton deuxième cycle, vont commencer à t'apporter. Donc, tu es obligé d'anticiper le fait qu'il va falloir que tu les fasses émerger, que tu leur donnes un peu de temps de jeu, donc tu dégages des contrats. Donc, en fait, là, t'es dans autre chose. C'est l'intérêt. Voilà, c'est un peu du farming. Ouais. C'est un peu du. Pas farming. Farming, je pense que c'est après. Mais oui, c'est un peu plus farming sur ça quand tu fais des 4, 5, 6 ans. C'est que tu dis le centre de formation. Les jeunes pépites de là, va falloir quand même que je les fasse monter pour pouvoir les utiliser après. Et si tu vas encore plus loin, ça veut dire que, ok, il va falloir que j'arrive à faire rentrer des mecs qui seront des futurs jeunes pépites dans mon centre de formation. Quand tu fais quand tu pars sur du 10 ans. Sur un troisième truc. Troisième truc, t'es vraiment dans ton modèle économique. Okay. Si t'es PSG, t'as rien à foutre tous les ans, le mec il te dit t'as 200 millions de recrutement, centre de formation il est bien, mais bon, tu les fais pas jouer. Voilà. Mais par contre, par exemple, si t'es à Lorient et que t'as pas d'oseille, ton stade il est éclaté parce qu'il appartient pas au club. Non, je rigole, ça a aucun impact sur rien du tout ça. Mais je veux dire, t'as pas d'oseille, t'as un centre de formation qui est moyen, t'as pas de budget transfert et t'es une petite ville qui est pas attractive. T'as intérêt à aller acheter des mecs, les faire jouer, les valoriser, les vendre, faire de l'oseille, investir dans ton centre de formation. Est-ce que le jeu prend en compte la réputation des joueurs que tu fais venir ? Genre d'éventuels procès qu'ils ont eu ou genre de choses ? Tu penses à Mendy, par exemple ? Non, tu l'as pas. Ah, c'est dommage. Tu l'as pas. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté ? Non, ça, c'est mon grand regret, tu l'as pas. Mais en négatif, tu l'as pas. Oui. Mais en positif, tu l'as quand ils mettent vente de maillots, merchandising, machin, quand tu vas recruter une star. Parce qu'il y a des réputations. Quand tu vas recruter une star, ça augmente ton budget marketing, vente de maillot, machin. Mais tu n'as pas l'inverse. Ok. Typiquement, Marseille qui signe Mason Greenwood. Je connais pas.
Il a quoi? Violence conjugale avec son ex-femme. Non, sa femme, parce qu'en fait, derrière, ils sont passés au-delà de ça. Ils ont fait un gamin et ils sont heureux ensemble. Mais du coup, en Angleterre, à Manchester United, il était cramé. Ils l'ont envoyé à Retafe. Retafe, il a fait une bonne saison. Les féministes marseillaises et la sauce 13e homme, ils ont pété un câble. Ils défendent les femmes et trucs féministes et vous faites venir un... Ouais, mais il marque des buts à la fin. Mais il a marqué des buts très vite. Heureusement, comme ça le pardonne. Mais je veux dire, non, mais t'as pas ça. Ouais. Et c'est un peu, il y a des, finalement, sur l'aspect sportif, Football Manager, c'est vraiment de la simulation de pointe. Mais c'est l'impact, en effet. Mais là, je pense qu'ils n'ont pas envie. Je peux comprendre pourquoi, parce qu'en même temps, mettre le pied là-dedans, ça veut dire porter des jugements moraux sur ce qui se passe, et ça veut dire que tu es obligé de te poser. Typiquement, est-ce que c'est grave qu'il tape sa femme? Eh ben, si Football Manager le prend en compte, ça veut dire qu'il considère que c'est un problème, et ça veut dire qu'ils vont se faire. Non, mais tu l'as pas. En fait, je sais pourquoi ils le feront jamais. Mais même tu l'as. En fait, dans l'algorithme et tout, tu l'as pas. Mais même dans le côté positif, en fait, les points de réputation que ton joueur a ne sont rattachés à rien. Ils sont rattachés finalement à ses performances club. Ouais. À si oui ou non il joue en équipe nationale, si oui ou non il est performant en équipe nationale, si le pays où il est international est un pays de fans 12, tu vois, tu es au Japon, tu es un japonais qui performe, en fait, tu as tous les médias japonais, ça consomme à mort et tout. Ça, tu l'as un peu. Mais je veux dire, c'est parce qu'ils ont identifié des pays fans de foot qui consomment avec une grande fanbase. Et que quand tu es une star majeure d'un pays comme ça, ça a des retombées marketing. Mais sur ça, mais c'est pas un côté Marcus Rashford à Manchester qui pendant le Covid avait, je sais pas, claqué 200 000 pour faire un truc de bouffe gratuite pour les petits. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas le côté sociétal. Ils vont pas le faire parce que de toute façon c'est mettre le doigt dans l'engrenage. Bien d'un côté dans l'autre. Et ils vont se taper des shitstorms sur Twitter avec ça, mauvais plan. Non, mais tu l'as pas. Mais voilà. Mais du coup, franchement, je pourrais streamer des trucs. Et on va pouvoir commencer. Mais ce qui est fou, c'est que je me fais quand même matrixer. Même là, j'ai fait une partie bête et je me dis putain, quand même c'est chelou. Tu sais, des fois tu te dis putain, je maîtrise le truc. Ça, j'ai pas compris là. Ça se En passe. fait, non. Il y a toujours des trucs que tu maîtrises pas et un truc tout bête. Je sais plus ce que j'ai foutu il y a pas longtemps. Là, je fais une partie bêtement à l'Atalanta Bergame où il y a une réserve qui peut monter en deuxième division italienne. Mais je me dis, putain, mais j'ai une réserve qui joue en deuxième division italienne, donc je peux faire jouer mes jeunes, pas les plus gros prospects parce que je les fais jouer en première, mais j'ai des joueurs moyens ou trucs, je les fais jouer en Ligue 2, en Ligue 2 italienne, des mecs qui devraient pouvoir s'épanouir, se développer et avoir leur valorisation qui monte parce qu'ils jouent et ils performent. Enfin, ils performent, oui. Je me dis, putain, c'est chelou. Donc je prends un mec qui est pas mal, je le fais pas jouer parce que sinon il va être 23e joueur de mon effectif, il va jouer 4 matchs dans l'année. Je le fais jouer en équipe en D2, le mec il joue 30 matchs. Je vois sa cote valeur marchande descendre. Je dis, attends. C'est quoi là? Et je veux faire du trading. Donc je veux prendre des mecs, faire l'oseille parce qu'il n'y a pas beaucoup de. En fait, c'est pas rentable. Je me dis, putain, attends. Et j'étais au bout de ma 3e saison. Je fais, non, mais attends, il y a un truc là. Donc si je veux faire de la valorisation, faut que je les fasse pas jouer. Faut pas que je les fasse jouer dans ma réserve. Ça sert à du coup, elle sert à quoi la réserve? Ça sert à quoi la réserve? Et puis je mets des bons joueurs qui performent en Ligue 2. Mais les jobs de. J'ai un gamin, il a 19 ans, il met 10 buts en Ligue 2. Sa cote, elle est 1 million. Et j'ai pas de club de Ligue 1 qui viennent mettre 1 million, ton truc là, 1 million, 10 buts. Mais moi, je vais le prendre, même pas. Donc souvent, c'est ça. Je me dis, putain. Et maintenant, il faut que je comprenne. Ouais, je tape Google, truc. C'est ChatGPT, il t'expliquera plus de trucs. Et voilà. Et là, je me dis, je fais une partie avec Barcelone parce que, je termine sur ça, parce que Barcelone, il y a une dette colossale à 750 millions et que tu simules au bout de 15 jours, la moindre demande, c'est niet. Hein. Ah, il n'y a pas du poivre, il n'y a pas. Finance incroyablement dans la merde, truc, machin. Comment ça se fait qu'ils en soient arrivés là? Parce que c'est quoi la base du truc Parce qu'il y a bien des banques qui suivent, quoi. Barcelone, comme en fait les clubs espagnols, contrairement ici sont mis maintenant, mais les clubs espagnols pendant longtemps ils n'avaient pas de DNCG, de Direction nationale de contrôle de gestion. D'accord. Les clubs pro français, en fait. Donc ils pouvaient faire. Il y avait open bar, quoi. Tu passes, tu te dis moi j'ai prévu de claquer 150 millions. La DNCG nationale en France, ça fait très bien. C'est combien vos entrées? J'entends. Très bien, très bonne. C'est de l'investissement. Vous avez en fonds propres 150 millions à investir.
Ah, c'est indexé sur les résultats. Quel résultat N-1 moins 10 millions de déficit d'exploitation. Et vous voulez partir sur un moins 150 ? Mais ils viennent d'où les 150 millions ? On va faire du trading. Mais le trading, ça vaut rien, parce que les valeurs marchandes, elles n'existent que quand il y a une transaction. Alors les 150 millions, vous oubliez. Et là, on va surtout vous empêcher de recruter tant que vous n'avez pas comblé le passif. Ça, c'est la France. Espagne, c'était détente. Donc en fait, les mecs en fait, qui disaient on va faire du trading et puis ça marchait pas. Et puis. Ils avaient des déficits d'exploitation de ouf. Et ils investissaient sur le marché des transferts. En fait, ils séparaient l'aspect valorisation de l'entreprise, les actifs. Pas les actifs, si les actifs, mais pas les joueurs. Ouais, les bâtiments, les locaux, le stade. L'immobilier, l'investissement, l'actif immobilier. Parce qu'ils étaient propriétaires du stade, des infrastructures de son entraînement, de machin. C'est comme ça que ça les sauve. Et par contre, l'actif mobilier des joueurs. Ça, ils peuvent dire qu'ils peuvent, au pire, ils ont en garantie, ils ont le stade, alors qu'en fait. Les centres d'entraînement. Et en fait, bref, ils arrivent à. Et en fait, ils faisaient des investissements de joueurs. Et ils se plantaient. Et en fait, ils avaient des déficits d'exploitation. Et souvent, ils équilibraient ça pour que ça tienne. Et les banques faisaient c'est rentable. Pour les banques, c'est rentable. Jusqu'à un moment donné, la banque de Catalogne a fait. Alors, pas de problème. Comment ça fait ? On vous aime, les gars. Léo Messi, tout ça, pas de problème. Légende, Dieu, tout ça. Mais là, le contrat à 50 millions à l'année, non. Voilà. Donc déjà, quand tu perds Léo Messi parce qu'il ne peut pas prolonger, puis la Liga s'est resserrée en disant ils ont mis un salary cap en Espagne. Ils ont mis un salary cap en disant ta masse salariale joueur est indexée sur un pourcentage, je chiffre, sur ton chiffre d'affaires. Ok. Ton foot, en fait, c'est. Oui. Voilà. Et en fait, Barça, ils étaient au-dessus. Chiffre d'affaires éclaté. Oui, parce que du coup, ils s'en sortaient pas. Parce qu'ils étaient en mode. On est passé de moins 20 millions à 10 millions. En faisant des coupes et des trucs bizarres. Et là, ta masse salariale est éclatée. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu prolonger Messi. Ils n'ont pas pu prolonger des joueurs de cette époque-là qui étaient des grands joueurs avec Guardiola. Et là, ils ont fait moi, je suis double Ligue des Champions. Moi, c'est 800 000 par mois ou rien. Alors toi, ça va être 220. 600. Non, je crois que tu n'as pas compris. Non, c'est 220. C'est 220. Et c'est même pas 200,10. Non, c'est 220 max. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu des joueurs. Ouais. Et donc, comme tu perds des joueurs, tu perds des valeurs marchandes et des valeurs marketing. Du coup, là, ça part en sucette, quoi. Donc, voilà. Et donc là, pour venir à Barça, il y a 750 millions de dettes. Tu peux recruter personne. Et donc, premier, tu vois, quand on parlait de séquence de 3 ans, je pense que ta première séquence de 3 ans, c'est éponger la dette. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses jouer des mecs. Tu les valorises. Tu viens, tu me dis 100 millions le Brésilien. Vas-y, vendu. Tiens, je te l'amène à pied. Tiens, vas-y. Tout en tombant pas, parce que ton club s'effondre pas. Voilà, tout en disant quand même 100 millions. Ouais, mais j'ai pas d'autres gardiens. Donc on va le garder quand même. Vas-y. Bon, sauf si j'arrive à avoir un petit qui pousse. Et pour que le petit qui pousse, il soit performant, faut au moins une saison, faut 2, 3, 4 saisons. C'est troisième. C'est chaud. Voilà. Et donc tu es dans un truc où tu te dis, je réfléchis pas dans une partie à 1 an, mais tu es sur une partie à 7-10 ans. Donc tu es parti quasiment sur 1 mois. Mais tu te dis, gagner. J'ai un mec qui vaut 100 millions, bah les couilles en fait. Ouais. Bah les couilles, le premier qui vient qui me dit 100 millions, il part. Oui, parce que déjà, ça va éponger déjà 1/7 de ma dette. 750 millions. Après, c'est sympa, mais du coup, t'es paramétré sur une partie où tu sais que c'est relou. Bon, on passe à autre chose, parce que là, on a beaucoup parlé de... Football Manager. Allez. C'est fou, parce que je pourrais vraiment... Alors, sans transition. Donc, la France, la gauche, tout ça. Nous avons... Alors, il y a eu... La gauche de gauche. Non, en gros, il y a eu... En fait... Donc c'est un mec que j'aime beaucoup sur Twitter, Alexandre Jaffari, qui est coach sportif. Qu'est-ce qui se passe ? Non, je fais la météo. Je prends Frustration Magazine. Ça n'a rien à voir avec Alexandre Jaffari ? Il n'est pas Frustration Magazine, lui, hein ? Non, mais Nicolas Framont a partagé... Ah oui, Nicolas Framont, oui, sans aucun... Et Clément Sénéchal. Oui, toute la team de Frustration Magazine. Je ne l'ai pas encore lu, mais je me le garde pour les longues nuits d'hiver. Et donc,
J'ai hâte de voir comment tu vas faire l'intro. Coach sportif que j'aime beaucoup parce qu'il a il a une lecture déjà de base qui est toujours intéressant ce qu'il raconte et en plus notamment au niveau du sport et de la relation au sport. Moi c'est comme ça que je l'ai connu. Là il a fait un long thread pour revenir sur Marine Tondelier qui a fait une séquence catastrophique, révélatrice. Comment tu révélatrice. Pour moi, elle n'est pas catastrophique parce que révélatrice pour qui? Tu veux par exemple, attends, tu veux la différence entre catastrophique et révélatrice? Elle, c'est révélatrice. Elle, ce qui s'est passé, c'est révélateur. Bayrou, c'est catastrophique. Il n'y a rien de révélateur. C'est juste catastrophique tout ce qui enchaîne. C'est catastrophique parce que le costard. Trop grand pour lui. Premier ministre et en plus il y a de l'attente. Il est nul à chier. Bref, ça c'est catastrophique. Elle, c'est juste révélateur de son logiciel, de sa manière d'être et ainsi de suite. Et donc il a fait un thread assez long où il reprend plein de... En fait, elle est passée dans une émission Twitch de Luma. Ouais. D'ailleurs, émission Twitch marrant parce qu'ils ont commencé par Ruffin, où ça a été non mais Gaza, il n'y a pas de génocide. Et là après c'est Marine Tondelier qui ça prouve qu'ils font du bon boulot. Exact, c'est ce que j'ai dit. En fait, et c'est un des trucs qu'il dit à un moment, c'est qu'en gros, cette émission-là, c'est du journalisme. Ah bah tu vas là-bas. Et en fait, c'est pas une émission Twitch solide sur tes appuis. En fait, la plupart des gens ils vont en mode ouais, c'est Twitch, c'est cool. Ouais, en fait, non, en face de toi. Bon, t'as effectivement des gens non, pas très mais en fait, t'as effectivement des gens qui viennent de YouTube, Twitch, tout ça qui connaissent. Mais t'as aussi des putains de journalistes qui sont insupportables. Donc, enfin, insupportables, qui font leur taf. Donc, il fait un thread sur son passage là-bas qui est révélateur de pas mal de points. Alors, moi, j'ai pas très envie de regarder les montages qu'il a fait parce que je les trouve éclatés sans. On va regarder vite fait. Je vois où il va en venir, mais en fait. En gros. Pour ceux qui connaissent Marine Tondelier, pas de surprise. Non, en gros, il repart sur plusieurs points. Le premier, c'est. En fait, tout ça, c'est son passage. Le premier passage, c'est sur. C'est qu'on vous a vu sur énormément de médias, répondre très souvent aux mêmes questions un petit peu sur stratégie, communication, etc. Et on avait envie d'aller un petit peu plus dans le fond, justement, de parler de politique. Et donc, effectivement, il y a plusieurs personnes écolos. Donc là, par exemple, on a entendu Clément Sénéchal, qui est l'ancien porte-parole de... oui, je peux le mettre en plein écran, je pense. Greenpeace, qui reproche à votre mouvement d'être éloigné de la lutte des classes. Et donc, voilà, c'est pour ça que vous en pensez quoi, en fait, chez les Verts, de la lutte des classes? C'est quoi votre discours par rapport à ça? Elle est un peu moins à l'aise dans ce format-là d'interview face à face. Ah oui. Que sur un truc enregistré, monté, comme avec Usul. Ce qui n'est pas une critique, mais je veux dire, c'est un autre taf. Ouais. Et là, tu sens qu'elle est un peu fragile dans le fait de rentrer dans l'art de la personne en face qui est vraiment en face, parce que c'est pas pareil que d'aller t'amuser à faire des portraits sur Pasqua quand il est pas là. D'ailleurs, je crois il sera pas là. Mais je veux dire, c'est pas la même chose. C'est pour ça que le métier d'intervieweur politique, c'est un métier à part entière. Faut être capable de rentrer pas dans l'art, mais de rentrer dans la personne d'en face sans trembler du menton. Chaud, hein. Et puis quand l'autre, elle t'envoie dans le zig pour aller dans le zag, de dire... Et en fait, on l'a tous vécu, de se dire, ouais, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. Ouais. Dans une engueulade, bon, bah là, c'est un peu pareil, parce que c'est en face, t'as des gens... Sauf que là... Et alors, ceci dit... Sauf que là, moi, je la trouve... Ceci dit, elle est solide quand même. Et elle se fait pas berner. Tu vois, quand tu dis dans le zag, elle tombe pas dedans. C'est ce que j'allais dire. Et l'idée de l'émission, comme toutes les émissions, c'est pas non plus d'aller défoncer la personne en face. Ah, mais là, c'est pas un procès. C'est pas le procès. Non, c'est ça. C'est pas le procès de Tondelier. Mais ils sont solides. Notamment les journalistes. Tu sens la différence entre elle et les autres. C'est surtout que là, à l'UMA, en face de toi, t'as des gauchistes. Et des gauchistes de gauche. C'est pas des petits gauchistes. Ils vont te dire, bah ouais, ok, c'est cool l'écologie politique. Bon, je spoil pas parce que tu vas la mettre, mais c'est bien l'écologie politique, mais encore. Mais la lutte des classes, du coup, qu'est-ce qu'il y a à la base, on est comme l'aspect social, qu'est-ce qu'on en pense? L'aspect économique, que c'est qu'on est quand même dans un journal de communiste. C'est quoi la lutte des classes? C'est quoi votre rapport? Et la réponse, elle est ouf. La réponse, elle est ouf. Voilà, en fait, elle lui dit. Attends, mais pause, je termine sur ça. En fait, elle lui dit, ouais, très bien, on va parler de fond. Oui. Et Marine Tondelier fait du Marine Tondelier. Elle ne parle pas. Pirouette, cacahuète, petite blague, ma vie, mon œuvre, truc et machin. Et dès que Lumi lui dit, bah vas-y, on parle de fond, bah ça donne cette vidéo. Ouais. Moi, si j'aurais fait différemment, j'aurais fait une citation que moi j'aime bien rappeler, c'est « Ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux ». Ça, c'est du Ruffin. Les jeux de mots, j'en peux plus. J'en peux plus des jeux de mots. Stop, arrêtez. Moi, je suis preneur de jeux de mots. Non, mais pas des trucs éclatés. Des rimes. Arrêtez les rimes. Arrêtez les séquences. Ouais, j'ai même pas fait gaffe que ça rimait. Mais c'est surtout du. Donc moi j'aime bien rappeler, c'est ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux.
J'en peux plus. Ouais, mais je sais que t'en peux plus. Mais moi, je trouve, en fait, c'est surtout, j'essaie de pas spoiler le truc en même temps. Mais c'est surtout, t'interviews Tondelier. Je crois que dans le montage, il met un bout de backseat. Oui, après ça. Garde ça pour après. Là, c'est vraiment le jeu. On va parler de fond. J'essaie de pas spoiler. Je prends juste de l'élan pour enjamber le truc. Ce qui est intéressant, c'est que les journalistes en face lui disent parlons d'un sujet de fond. Elle te répond une phrase creuse ou un espèce d'élément de langage de com politique de et là le traitement est pas pareil. Dans une scène médiatique classique ou backseat, ça passait. Bah ça fait pour certains ils ont l'argent, on a rien. Voilà. En gros, on est plus nombreux. Oui, mais celles et ceux petites phrases. Non, mais celles et ceux celles et ceux qui veulent. Lumic, tu vois, quand tu dis qu'elle est pas. Elle a chopé là. Là, le rattrapeur le callback, oui, alors super, mais au-delà de la petite phrase. Sur un plateau différent. Non, mais celles et ceux qui veulent nous faire croire. Non, mais qu'est-ce que vous ont dit? Si à ma place, peut-être qu'il ferait mieux. Ce qui nous intéresse, c'est de sortir du storytelling pour bien aller dans le fond. Je finis de vous. J'arrive là où vous voulez que j'en vienne. En fait, derrière le récit, notre question. Qui est justement où ça voilà. Les autres veulent parler du fond, et en fait, systématiquement, c'est du storytelling et autres. En fait, soit c'est storytelling. Attends, avant de mettre backseat. Mais en fait, soit c'est du storytelling, soit elle te fait des pirouettes de phrases creuses, de ouais, mes trucs. En fait, c'est pas politique. Moi, je vous parle de la vie, truc. En fait, elle essaye de déporter le sujet sur autre chose ou sur une réflexion personnelle. Là où Lumi et les gauchistes de l'UMA lui disent ok. Attends, super, mais attends. Le sujet, c'est pas ta vie. Le sujet, c'est quelle est ta réflexion philosophique sur la lutte des classes, sur le capitalisme et tout. Et alors là, c'est numéro de claquette. Ça, c'est chaud. Ouais, vous voulez que je vous dise que je suis pour le capitalisme vert? Alors que la réalité. Attends. C'est pas cette vidéo? Non, c'est pas celle-là. Ah, d'accord. C'est plus loin, je crois. C'est plus loin. Ah, mais c'est cette vidéo-là. C'est le montage de backseat. Non, mais il y en a plusieurs. Ah, d'accord, ok. Il y en a plusieurs. Je pensais que c'était la vidéo de 4 minutes à la suite. Non, il a fait des montages qui sont éclatés. Et t'en as plein, c'est pour ça que en tout cas, la parole du maître. Donc là, c'est au contraire, c'est le passage à backseat. La différence de traitement entre Lumi qui la rattrape par le comeback. Oui, non, mais d'accord. Super. Elle la lâche pas là. Ouais, au-delà des petites phrases et des trucs. Et là, c'est le passage à backseat. Et là, ce qui est marrant, avant que tu mettes pause, mets-le en plein écran. Mais avant de mettre backseat, on parlait tout à l'heure de donner des clés de lecture. À côté de Tondelier, il y aura Malek Délégué, qui est un PS, ancien PS, quasi PS, truc, mais hollandiste à la mort, donc SOSDEM, mes couilles. À côté, tu as Léa Chamboncel, féministe, politicienne, mais de gauche, bien de gauche. Et Usul, turbo-gauche. Trotskiste. Trotskiste, turbo-gauche. Voilà. Après, il y a un petit kink avec Marine Tondelier, mais ce kink, il est passé. Hein. Et là, juste tu regardes, au-delà de ce qu'elle va raconter, parce que je ne spoil pas, mais le langage corporel de Chamboncel et d'Usul, il est goldé. Hein. Ah ouais, parce que les deux autres, là, ils sont morts de rire, ils sont à fond dedans. Eux, tu regardes leur tête, là. Ils sont en tout cas, la parole du maître des horloges n'engage que ceux qui lui demandent l'heure. Voilà. Donc, ne vous basez pas. Rouleau compresseur, c'est trop tard, c'est fini, terminé, bonsoir. Et vous pouvez pas censurer, sinon c'est la crise mondiale, le Père Noël annule cette tournée, tout ça, quoi. Un peu entonnoir. J'attendais la fin en mode « J'ai honte pour vous, les Français, je vous déteste. Je n'oublierai pas. » Donc, on voit le truc, ok. Alors, franchement, ce passage-là, il est... « J'ai honte pour vous, les Français, je vous déteste. » Moi, je l'ai côtoyé pendant... Tu l'entends rire, tu vois qu'il rit. Malek, tu vois qu'il rigole, et tu vois les deux là, ils sont pas dans le mood, hein. N'oublierai pas. Donc on voit le truc, ok, manifestement il va pas très bien. Et que de toute façon je rentre à un bon moment parce que j'ai la piscine à boules avec. Je n'en fais pas une affaire personnelle, je vais pas me rouler par terre, j'ai piscine à boules en plus, j'ai passé une super journée. Le petit jeu de mots qui était préparé à l'avance de la piscine à boules, j'ai pas. Non, moi je pense qu'elle a calé piscine à boules parce que c'est la réalité, je pense, et l'autre il a fait. Les deux ils ont rigolé, on se dit je suis un Fillon, je vais reparler de ça. Elle est contente de reparler de ça. Donc je rentre. On aurait dit les vers des années 90 quoi. Et CSC. Alors, vers les années 90, c'était les verts de gauche anticapitalistes. Hein. C'était qui 90 ? J'en sais rien, mais c'est tous ceux qui sont barrés au moment du PG. C'était la meuf dont tu parlais tout à l'heure avec. Martine Billard. Ouais, c'est ça. C'est toute cette clique-là. C'était pas l'époque. Je suis peut-être un peu tôt. C'était pas l'époque Noël ma mère là. Ah, ma mère, il est resté. Beauvais. Oui, Beauvais, tout ça. Mais eux, ils sont restés. Oui, mais eux, ils sont... non, Beauvais n'était pas. Alors, Beauvais n'était pas chez les Verts pour moi. Non, moi, Beauvais était à Europe Écologie. Non, l'inverse. Ah ouais ? Je pense que Beauvais, il était chez les Verts. Bref, là, on fait une digression, mais la fusion ELV, enfin Europe Écologie, et c'est les libéraux pro-européens.
En gros, c'est la ligne. Non, pour moi, il n'y était pas avant. Et là, c'est. Il était à la conf. Pour moi, il était à la conf. Oui, je sais qu'il était à la conf. Mais tu peux pas passer d'être à la conf et d'être pro-européen. Engagement. Chirac. On va voir, vu que je mène 2-1. Affaire du McDonald's de Millau, là où il avait démonté. Légendaire, ça. Participation au mouvement intermondialiste. Ouais, on se rapproche, là, ça se politise. Ouais, contre la FNSEA. Rassemblement du Larzac. Porte-parole des organisations paysannes intercontinentales via. Non, là, c'était encore plus ou moins la conf. Parcours politique. Candidat à l'élection présidentielle en 2007. Ah ouais. J'avais oublié ça. Si. Bon, c'était pas la pire. Pour faire avancer les revendications de non à la gauche. Oh, bah, j'imagine, oui. Avec Georges avec. On devait être post-TCE. La TCE, c'était 2005. On doit être seul. Il se présente, mais Osebové. Ah putain, Osebové, oui, ça me rappelle de ouf. Il a fait 1%, quoi. Ouais, c'était pas mal. Et il était pas chez les écolos, hein. Il était pas chez les écolos. En haut, adhésion partie. Non, il a aidé à Europe Écologie. En 2009, il était candidat à Europe Écologie. Et ensuite, il y a eu Europe Écologie Les Verts. Non. Donc il était pas. Il était pas chez les écolos. Ça date écolos. de quand les Verts? La fusion Europe Écologie Les Verts, c'est quand? C'est post 2009. Ok. Pour moi, c'est post-élection européenne de 2009. Vraiment juste avant. Enfin, du coup, t'avais un courant, les Verts, très, pas bitnique, mais très gauche, anard, lutte locale, écolo, protectionniste. Plutôt anti-européen, tout ça. Branche écologie de gauche. Non, pas écologie de gauche, écologie populaire, parce que je ne vais pas dire écologie de droite, c'est la connerie. Et tu as Europe Écologie, qui est des SOSDEM libéraux. Qui, à la base, c'est un mélange de. Ça a fusionné, mais tu as toujours les deux lignes. Ah oui, c'est ça. Et enfin, fini par l'enlever. Mais du coup, elle critique les écolos des années 90, qui étaient les écolos, ancrés dans les luttes, ancrés dans l'anticapitalisme. Et elle dit. Ah, le CSC, il est pour ça? Mais oui. Attends, je n'en fais pas une affaire personnelle, je ne vais pas me rouler par terre, j'ai piscine à boules en plus, j'ai passé une super journée. Donc je rentre. On aurait dit les Verts des années 90, quoi. Et je leur ai dit, ça les a pas du tout fait rire, cette blague. Vous êtes beaucoup plus drôle. Le CSC, c'est pas GG, quoi. Ah non, en fait, parce que. T'imagines, comment ils appellent? T'imagines Coquerel dire ah ouais, franchement, le PSG en 2017, c'était de la merde. T'imagines? Non, mais le mec, il était au PSG, je crois qu'il était secrétaire national du PSG. Et tu craches sur ton parti il y a quelques années. Non, wow. mais. Et là, en plus, en gros, ce qui est critique, c'est les écolos, des luttes, des mouvements qui ont fait émerger, qui se sont battus tout seuls. C'est dans ça le contexte? C'est ça, les écolos des années 90. Ah ouais, d'accord. C'est ça, les écolos des années 90. Donc, c'est un délire. D'ailleurs, il a dit non, j'ai jamais eu ma carte au MJS, donc j'ai dit, t'aurais pu, Gabriel. Et donc, tout le monde s'est marré dans la pièce. Donc, j'ai dit. Et du coup, je lui disais, mais vous en avez pas marre, vous voulez pas donner des noms de fans, des noms de jeunes, des nouveaux? Puis là, il me fait Bernard Cazeneuve. Donc voilà, donc on roule le passage à Maxime. Mais jusqu'au bout, juste pour voir la tronche de Lascar de la fin de la vidéo. Tu vois. Et on a dit tout à l'heure la région, ce sera peut-être Berger. Je pensais Aurore Berger, j'ai eu peur, mais après. Waouh, tu m'as fait peur, moi. Bah ouais. Voilà, c'est pas ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Et voilà, c'était la souffrance des deux, quoi. Donc. Voilà la différence de traitement qu'elle a en face d'elle et la souffrance qu'elle est là. Parce que quand elle est à Babaxit, elle est bien. Là, on va voir après tout dans le reste de la vidéo, elle est en souffrance sur le plateau de l'humain. Après, juste avant que tu mettes la vidéo, en fait, Tondelier, quand elle va à la télé nationale, mainstream, soit elle y va pour dire caca Jean-Luc Mélenchon, caca la LFI. Non, c'est faux. Attends, ça, je suis pas d'accord. Mais quand même, vous comprenez l'union de la gauche, tu vois, elle nuance tout de suite. Alors, truc. non, j'aurais tendance à dire l'inverse. Ouais. Elle y va en mode non, arrêtez de dire du mal de Jean-Luc Mélenchon. Parce que l'union de la gauche, c'est important. Et je suis grâce à moi. Mais je fais des efforts. Ouais. J'allais reformuler pour faire un truc un peu plus comme ça. Elle est en mode arrêtez de dire du mal des gens. Moi, je fais des efforts parce qu'effectivement, il y en a qui sont compliqués. Et oui, Jean-Luc en fait partie, mais faisons un effort. C'est plutôt dans ce sens-là qu'elle le fait, elle. Donc, pendant qu'il est sur son téléphone, je vais pouvoir lancer la vidéo comme ça, on va gagner du temps. Donc là, c'est par rapport aux blagues. Ou est-ce que son plan, c'est de se débarrasser de Retailleau Talent? Il va nous dire au secours, il n'y a pas de caméra, je vais vous dire. Voilà. Les blagues de Backseat où tout le monde pouffe, où les deux autres pouffent de rire, et là, elle fait sa blague, la gueule de Lumi, la gueule du journaliste en mode. Oui, et. Aidez-nous à ne plus travailler avec les Républicains. Et spoiler, c'est pas le cas. Et là, il l'a ramené, il l'a smash. C'est pas le cas, mais c'est pas non plus pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai rien compris. Donc je peux pas. Voilà, terminé. Donc là, ces effets de petites blagues, ça ne marche pas quand elle est face à des vrais journalistes. Et c'est une souffrance pour elle à ce moment-là, parce que elle qui se construit comme ça. Combien de vidéos en dessous là? Ah, mais il y en a 18. C'est pour ça qu'on va va pas avoir les 18. Hein.
Mais en gros, on a capté le truc. C'est vraiment ce truc-là, systématiquement, de la mise en scène. C'est-à-dire qu'en fait, cette première partie, elle est importante parce que c'est vraiment le côté... Elle se met en scène comme drôle, sympa. Après, c'est tout ce que ça développe, c'est toutes ses caractéristiques. Il y en a... Je pense que c'est peut-être une analyse un poil pas plus fine, mais en fait, elle n'a pas le même discours quand elle va dans un... Je caricaturais tout à l'heure en disant qu'elle est LFI, mais quand elle va dans une interview B2B mainstream, genre avec Apolline de Malherbe ou avec, comment il s'appelle, celui qui est sur RMC, la Bourdin, où en face, tu as des gens un peu... pas de gauche, truc. Elle est tout de suite, ouais, l'union, truc, genre elle défend la gauche, machin. Mais en fait, c'est creux, parce que eux, en face, tout ce qu'ils veulent lui faire dire, c'est caca la LFI. Oui. C'est quand que ça s'arrête l'union. Vous vous rendez pas compte que ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous pensez de Sandrine Rousseau et le gouverneur? Et en fait, t'es que dans le commentaire des autres forces de gauche, de la fragilité de l'union et de donnez-vous notre avis de hawkiste sur la droite. Donc en fait, elle est souvent dans ce truc-là. Dès qu'elle est sur des plateaux, souvent elle se la joue un peu décontracte, veste verte, regardez, je suis funky, truc, je suis drôle, je suis écolo de gauche, mais quand même, ça va, je suis sympa, mais quand même, j'ai un caractère, je m'affirme. Souvent, c'est des phrases creuses, des blagues, des trucs un peu qui tombent à plat, un peu donneuse de leçons, genre ouais, regardez, ouais, ce que tu disais, ouais, nous c'est l'union, attendez. En fait, c'est ça, c'est clairement ce qu'il dit, c'est que. Et là, t'as pas les mêmes clients. Et Backseat, c'est des gens de gauche mainstream, où elle fait des trucs de merde nuls, eux ils sont là, c'est génial, mais dès que tu tombes contre des gauchistes qui te mordent le mollet, qui te lâchent pas, et qu'est-ce que tu penses sur le capitalisme, regardez chez Jongler, eux ils te lâchent pas le mollet, quoi. Et là tu vois la souffrance d'habitude, quand je jongle avec 3 balles, ça suffit, ou je claque du slip, là c'est chaud là. Et en fait, en gros, une des caractéristiques, c'est qu'elle se présente toujours comme étant pugnace, à vouloir y aller, à rien lâcher. Et en fait, c'est du vent. En fait, c'est du vent, c'est de la mise en scène. Parce que typiquement, quand tu as dit oui, moi j'ai été voir Macron, j'ai été lui dire, au final derrière, il s'en bat les couilles. Donc en fait, c'est que du vent. Le côté, moi je suis cash, je dis les choses. C'est de la com, tout ça. C'est de la com. Le côté, elle va chercher des victoires, mais finalement, c'est toujours pareil. C'est comme la CFDT. Ouais, super, on a gagné, on s'est fait couper le bras, mais on a le droit de la vaseline. Mais quelle victoire? Elle a aucune victoire. Oui, mais en fait, oui, mais son truc, ça va être. Oui, c'est ce que tu parlais de storytelling. C'est le storytelling, et c'est aussi le côté genre l'union, grâce à moi, l'union, grâce à moi, l'union. Mais Frangine, l'union, elle s'est pas faite grâce à toi. Elle s'est faite parce que le Parti Socialiste a accepté, parce que la fille a lâché sans circo, que le PS a accepté. En fait, donc, c'est-à-dire que l'union s'est faite grâce aux insoumis qui ont lâché sans circo, et les socialistes qui ont dit sans circo, ça nous va. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'au final, les écolos, alors je parle pas d'Icoco, c'est encore un truc à part, mais je veux dire, les écolos, c'est. L'union se fait entre la LFI et le PS, même si la plupart du temps ils se détestent les trucs, en se disant faut qu'on se mette d'accord, l'union c'est nous, c'est PS LFI. ELV, ils se disent oui, mais il y a quand même un truc, ouais, on est là. Donc comment exister entre ces deux pôles? Et en fait, depuis la dissolution, depuis les européennes, la dissolution, là, une espèce de battage médiatique, Tondelier partout, la veste verte, c'est super. Donc elle a une espèce d'existence médiatique entre ces deux espaces. Mais au-delà d'occuper l'espace médiatique, politiquement, il ne se passe rien. Non. Les élus, ils sont en transpiration parce que si ça se négocie, PSLFI... mais attends, juste pour finir sur le thread qui parle de ça, le truc, c'est que le passage sur toute cette séquence-là, ça, en plus, il continue, il développe le fait que typiquement on critique la fille sur le fait que ce soit tout le temps Jean-Luc. En fait, quand tu prends les comptes Insta, tous les comptes de la fille, les comptes réseaux sociaux, en fait, ça partage plein d'autres gens. Alors que les écolos, t'as que elle. Oui, c'est ça. T'as que elle. Et place publique, t'as que Glucksmann et la Luc. Que ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Un peu pour conclure, parce qu'en fait, Tondelier, on peut en parler des heures, mais c'est juste que en fait, il faut analyser les sorties de Tondelier comme une analyse de communication politique et non pas de fond politique. Oui. Elle est vraiment dans cette espèce de politique 2.0 comme les Macron, d'être finalement dans de la com politique et rien d'autre. Et tu vois bien, et tu l'as dit, parce que c'est un autre tweet ou un autre thread peut-être de Bénédicte de Montville, qui disait, en fait, à ELV, elle siphonne tous les passages médias. Même à Rousseau, elle a encore quelques passages. Jadot est encore invité.
Mais tout le reste, c'est rien. Mort. Et 30... En fait, il y a plein de maires écolos. Même leur présidente de groupe, on la voit jamais, en fait, quasiment. Mais je sais plus où ça parlait de ça. C'est que autant le président du groupe écolo au Sénat, il est affilié, mais il n'est pas ELV, mais Gontard. Mais Châtelain, c'est la présidente de groupe ELV à la quelques rares passages médias. Dès qu'elle passe, l'autre, elle est à côté, ou elle est là en train de donner son avis, machin. Donc, en fait, elle vampirise un peu aussi Cyril Châtelain. Et donc, tu as une espèce de... Comme il y a eu l'analyse de Ruffin, du truc qui a fuité de son cabinet en janvier 2022 ou 2023, je ne sais plus. Mais là, tu as un truc avec Tondelier où elle prend l'espace médiatique de partout. Comme dans les statuts, elle ne peut pas être députée ou machin truc. Donc, en fait, elle est que conseillère régionale. En fait, elle existe médiatiquement à travers son poste. Mais derrière, personne n'émerge. Il y a des profils sympas pourtant, mais personne n'émerge. Et puis la sortie qu'elle fait avec Lucie Casse-Tête, qui est tombée à la flotte parce que la séquence s'est télescopée avec un autre truc, ou genre, gagnons ensemble. Au moment où il va y avoir la censure. Casse-Tête Tondelier, moi je pense que Tondelier, elle joue le coup de la présidentielle, et pourquoi pas moi, et puis l'Union, et puis Pachin, et puis moi, vous n'arrivez pas à décider entre deux, pourquoi pas un écolo. Regardez, moi je suis pour l'Union. Ouais, voilà. Et le truc, c'est. Alors, juste un autre truc qui me semble comme assez important, c'est que. À un moment dans l'interview avec Luma, elle dit non mais c'est bon, ce qui compte c'est pas la fête de c'est pas la lutte des classes, ça va, c'est pas ça qui intéresse les gens. Et t'as vraiment ce truc de l'idéologie, les grands principes, on s'en bat les couilles. Ce qui compte c'est vraiment juste d'être là, d'être au bon moment, voilà. Et c'est comme Ruffin qui pareil quand tu lui parles de génocide, il y a piscine ou il y a foot plutôt pour lui. Et c'est que ça en fait, c'est-à-dire que l'opposition pour le moment à gauche. Waouh, c'est comme le conseil municipal de Lorient, c'est catastrophique. L'opposition de gauche, t'enlèves la fille, les idées elles sont mortes. C'est pareil, parce qu'il n'y a toujours pas d'idées, il n'y a toujours pas de concrétisation, de projet, de quelque chose. Après on peut en parler longtemps, mais on va abréger là, parce que parce qu'en fait, parler de Tondelier, c'est de parler de l'espèce de pointe visible de l'iceberg, de la politique écolo sur le plan de la communication politique ou de l'aspect purement philosophique. Et ça, en fait, c'est un révélateur. Et quand tu dis, elle parle pas de fond, mais en fait, moi, je pense que c'est pas qu'elle parle pas de fond. C'est qu'il y en a pas. Oui. Au-delà de dire, mais en fait, si elle prend position, elle va se cliver, elle va perdre des gens, machin. Mais je pense que la réalité, c'est qu'elle pense rien et qu'elle est synthèse parce que elle est pas du tout d'accord avec la ligne Rousseau. Et elle n'est pas d'accord avec la ligne Jadot. Alors apparemment elle vient la ligne Jadot. En fait, elle s'est positionnée dans le parti comme étant un mix des deux, alors qu'en fait c'est faux. Elle a fait un truc de SOSDEM, de synthèse. Oui. Je me mets au milieu, je vais apaiser le parti, machin, j'écouterai, truc. Mais voilà. Puis moi, ce qui me pose problème, c'est surtout que c'est très creux, quoi. Et moi, et pour terminer, il y a une interview de Sandrine Rousseau. Après, t'aimes ou t'aimes pas, mais il y a une interview de Sandrine Rousseau qui doit être dans Politis. Sur, en gros, c'est pas une longue interview, mais quand même un peu de matière, de réflexion politique et de le droit à la paresse, etc. T'aimes pas mais il y a du fond. Rousseau, mais il y a une réflexion, il y a des trucs, t'es d'accord, t'es pas d'accord, mais il y a une proposition. Jadot, t'aimes pas, moi j'aime pas, mais c'est un libéral, capitalisme vert, il théorise un peu sa pensée politique. T'aimes, non, mais je sais, j'ai pas l'impression, mais d'accord, ok. Pour moi, Jadot et Tondelier, c'est la même chose. Oui, c'est l'écologie cool. Ah, mais ce que je te dis, c'est que pour moi, Rousseau, elle a une espèce de théorie politique et assez marquée sur des trucs. Tondelier, je l'ai jamais vu faire une sortie de quoi que ce soit. Sur du fond, jamais. Voilà, mais comme la plupart des écolos. Hein, comme moi, je connais. En fait, si la seule chose qu'elle dit, c'est moi, je connais le RN parce que dans ma ville, je me bats contre le RN. Ce qui est vrai. Mais le RN que tu luttes à Hénin-Beaumont, c'est pas le même que tu as au national et c'est pas la même chose, quoi. Bon, allez. Enfin, bref. Allez. Sur ce, bonne soirée. À la prochaine.